Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics survitaminé préféré avec un nouveau numéro du format Front Page, votre revue d'actualité sur le secteur des comics et de leurs adaptations. Au cours des 2 prochaines heures, on va vous débriefer tout ce qu'il s'est passé de croustillant dans le monde des comics et de leurs dérivés pendant les premiers jours du mois d'octobre 2021. Corentin est avec moi, bien entendu. Salut Arnaud, ça va? Très bien. Super, ouais. On a pris du café, beaucoup en intraveineuse, et donc on est parti pour vous parler de bande dessinée avec une très très belle partie comics et notamment parce qu'il y a énormément de news sur l'indé et donc avec quelques grands retours qui ont été annoncés, on va y revenir plus tard, mais voilà, ça va faire plaisir. Je sens que cette émission va être très agréable à enregistrer, Corentin. Je suis heureux de faire ce podcast avec toi. Sans plus tarder et sans aucune transition, commençons d'abord quand même par une partie un petit peu consacrée à la VF. Et j'en profite pour faire de façon honteuse mais assumée une page de promotion pour un projet qui vient de se lancer sur la plateforme de financement participatif Ulule avec la nouvelle BD éditée par Bubble Édition. Donc comme vous le savez, Bubble a racheté les sites Comics Blog et 9e art à l'automne 2020, et ce qui fait que c'est maintenant, vu qu'on rédige sur ce site, on travaille avec eux. Et en fait, on vous avait déjà fait un podcast, un podcast au printemps dernier, puisque Bubble, donc, qui à la base est une application de gestion de collection de BD, en fait, diversifie ses activités. Donc ils ont racheté des médias pour parler de bande dessinée, mais ils font aussi de l'édition. Et on vous avait parlé au tout début de l'année de Moon Deer, un projet de création originale qui est fait par Johan Cavège, qu'on avait d'ailleurs reçu dans le podcast, dans un Super Friends. Et donc là, il y a une nouvelle BD qu'ils sont en train de vouloir éditer. Alors qui n'est pas une création originale, là qui c'est vraiment plutôt de l'achat de droit, et donc simplement de faire une VF d'un album qui existe déjà, qui s'appelle Dans les yeux de Billy Scott. Donc c'est le titre trouvé pour la VF d'un album qui s'appelle en anglais The Impending Blindness of Billy Scott. Donc grosso modo la cécité inéluctable, imminente de Billy Scott. C'était très très chiant de trouver un titre VF qui soit attirant, et parce que c'est pas possible de traduire ça littéralement, parce que la cécité imminente de Billy Scott, ça c'est pas ultra vendeur non plus. Enfin bref, c'est un album qui est en fait fait par une autrice et dessinatrice anglaise qui s'appelle Zoe Thorogood, qui a 22 ans, donc qui vient de démarrer qui a démarré sa carrière là, qui vraiment s'est lancé. Son premier album, c'était sorti en 2020 chez Avery Hill Publishing, donc en Angleterre, qui est une maison d'édition spécialisée vraiment dans la bande dessinée anglaise très indé. Ils ont notamment aussi Tilly Walden qu'ils éditent là-bas, qui gagne des Eisner Awards. Donc voilà, une petite maison d'édition, mais assez quali en tout cas sur les ouvrages. Et donc de quoi ça parle dans les yeux de Billy Scott? Grosso modo, donc Billy Scott, c'est la protagoniste, c'est une dessinatrice qui doit avoir d'ailleurs l'âge de Zoe Thorogood, qui vient d'être acceptée sur dossier en fait pour exposer ses travaux dans une prestigieuse exposition. Et en fait, ce qu'elle doit faire pour valider cette inscription, en fait, c'est réaliser 10 portraits de personnes, en Angleterre, et sauf que à la suite d'un accident, en fait, on lui apprend que d'ici 15 jours elle va perdre la vue. Donc le truc, la limite le plus atroce qui puisse exister pour quelqu'un qui dessine et qui a besoin de ses yeux, tout simplement. Et donc bon gré mal gré, en fait, elle va partir en voyage dans toute l'Angleterre en essayant de réaliser les 10 portraits, d'aller à la rencontre de 10 personnes dont elle veut faire les portraits avant justement de devenir aveugle. Et donc voilà, c'est vraiment une sorte à la fois de voyage positif en fait sur la vie, grosso modo, sur ce que la vie peut apporter de bien, sur les rencontres en fait, sur le fait d'aller vers les gens et simplement de s'extasier devant tout simplement la diversité des gens qui font notre monde, notre société. C'est aussi une ode à la création, tout simplement à la créativité. Et donc c'est un style, donc si vous allez sur la page du lieu, vous pouvez voir un petit peu les planches, avec un style relativement réaliste, je dirais, mais avec quand même un trait indé assez identifié. Et en fait, personnellement, moi j'ai pu lire l'album déjà, vu que je bosse assez étroitement avec Bubble, j'ai eu accès à la version anglaise. Et il y a des planches en fait où d'un coup Zoe Thorogood se laisse un peu aller à des pulsions, je dirais, imaginaires, et du coup il y a des planches qui sont absolument incroyables là-dessus, avec justement ces recherches en fait sur ce que c'est la vue, la cécité, tout ça. Donc il y a vraiment des trucs super chouettes à découvrir.
Donc bien entendu, avec tout le côté biaisé que je peux avoir sur ce projet, moi je vous invite vraiment à aller découvrir cette campagne et à la soutenir tout simplement, parce que voilà, c'est le premier album d'une autrice qui, à mon avis, et là par contre ça n'a rien à voir avec tout le reste, mais vraiment je pense que c'est quelqu'un qui va être très 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 prometteuse. Elle a déjà eu des prix en Angleterre pour ce travail. Donc le premier album a reçu un prix pour un site spécialisé dans les comics indés en tant que meilleur album. Elle-même, elle a eu des prix en tant que meilleure autrice et meilleure révélation de l'année. Et elle avait déjà eu un prix comme ça en 2019, donc ça grimpe. Elle est en train de poster aussi sur Instagram des recherches pour son prochain album qu'elle prépare déjà, qui s'appelle I Think I Might Be Evil, où là par contre c'est un truc beaucoup plus dans l'imaginaire, puisqu'on voit des sortes de monstres un peu qui font vachement penser moi à des créatures du voyage de Chihiro. Donc vraiment, elle a un truc qui est assez dingue. Donc voilà, je finis cette pastille promotionnelle, mais voilà, donc vous avez un lien dans la description du podcast. À l'heure où on poste ce podcast, les 100% viennent d'être passés. En tout cas, j'espère que je m'avance pas trop. Mais voilà, le but, comme toujours avec ces campagnes-là, c'est d'aller le plus loin possible pour avoir notamment il y aura des prints de nouveau, comme ça avait été un petit peu le cas avec Moundir, des prints réalisés par des artistes invités. Donc là ils sont allés chercher à la fois du côté des États-Unis, mais aussi d'artistes français, puisque on va avoir quand même Eiji Dungo, donc le dessinateur de In Waves, magnifique roman graphique qui a été publié chez Casterman pour la VF. On a aussi des autrices comme Sophie Lambda ou Laurel, en fait, qui sont très installées, très reconnues dans le milieu de la BD franco-belge, et aussi Théo Grosjean qui a fait je crois l'homme qui a peur de tout, quelque chose comme ça, enfin une BD humoristique super stylée. Enfin voilà, c'est quand même des artistes plutôt sympas. Et puis les autres paliers, c'est pour en fait avoir des effets de fabrication supplémentaires sur l'album, donc voilà, pour avoir vraiment la plus belle BD possible. Donc voilà, ça s'appelle Dans les yeux de Billy Scott, c'est en financement jusqu'au 8 novembre, et vraiment vous avez tout intérêt à vous intéresser à ce projet si vous aimez la bande dessinée indépendante comme Corentin et moi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait largement vous parler, donc on vous encourage à aller y faire un tour. Financement participatif toujours un petit peu avec Comics Initiative, Corentin, je vais te passer la parole un petit peu, qui annonce une ligne de romans graphiques. Alors, pour diversifier ses étendues de publication, avec des titres qui avaient déjà été annoncés qui vont rejoindre cette ligne, mais du coup voilà, ils font graphique, graphique, voilà, qui est donc leur nouvelle ligne de vraiment d'albums pensés en termes de romans graphiques. Oui, alors on sait pas exactement à quoi ça va consister, puisque j'imagine que c'est par opposition par exemple aux séries, tu vois, qui font comme Money Shot et ce genre de choses. Après, je pense que c'est aussi un truc qui est plus de l'ordre de l'appareil éditorial, enfin à mon avis, par rapport aux standards d'édition moderne que sont les comics, etc. Après, Comics Initiative a jamais eu un problème dans la fab ou dans la qualité des albums. Là, effectivement, ça doit être plus pour cibler une sorte de lecteurs, en fait, simplement de fans de romans graphiques. Alors, le premier projet qu'ils avaient annoncé là-dedans, enfin, je veux dire que tu dis qu'il y avait déjà des projets qui étaient annoncés et qui vont rentrer dans cette nouvelle nomenclature, c'est évidemment Love and Rockets. Donc on en a déjà parlé, la saga des frères Hernandez, qui traite de points de vue sur différentes configurations latino-américaines, à la fois aux États-Unis et en Amérique centrale. Et un autre projet, Windows of the World, bon, pareil, qui a déjà été annoncé, qui donc là raconte l'histoire d'un gars dont a priori le père était serveur dans le restaurant du World Trade Center et qui traverse les États-Unis, enfin la frontière des États-Unis, pour essayer de voir ce qui est advenu de son père après les attentats. Puis il y a The Rough Pearl de Kevin Match. Ouais. Alors ça, pour le coup, qui a une BD beaucoup plus justement dans le canon de ce qu'on entend généralement par roman graphique, c'est-à-dire une BD qui est vachement inspirée par le travail de Burns et de Daniel Clowes. Daniel Clowes, effectivement, qui graphiquement d'ailleurs assume très bien cette influence-là, avec une sorte de côté un peu lifestyle paranoïaque, qui est un peu surnaturel dans la vie d'un gars qui a priori n'a pas de destin particulièrement intéressant. C'est très beau, c'est très intéressant. Et ça confirme aussi ce que faisait déjà depuis quelques années Comics Initiative, c'est-à-dire s'associer à Fantagraphics, qui est l'un des plus gros pourvoyeurs de comics indés en roman graphique de qualité depuis 10, 15, 20. Enfin, c'est l'une des meilleures boîtes sur le marché pour les gens comme moi qui sont un peu justement dans l'élite intellectuelle et culturelle. Voilà. Là, précisément, je pense que c'est intéressant de le faire maintenant, puisqu'on voit quand même qu'il y a une sorte d'expansion de Comics Initiative qui à la fois fait de la créa, qui fait du travail d'archives, qui récupère des raretés de grands auteurs comme Ellis, Ennis, etc., etc.
Donc pourquoi pas, il faudra voir un petit peu ce que ça change concrètement dans la façon dont on pense l'album. Je pense que par exemple les Bob Jeffries pourraient être intégrés aussi dans du cahier graphique parce que ça reste Alan Moore quelque part. Mais pour l'instant on n'a pas trop d'infos par rapport à ça. Non, donc on verra comment ça se développe. C'est marrant d'ailleurs que tu mentionnes Close ou Burns même par rapport à The Rough Pearl, parce qu'enfin je reviens quand même dessus sur Billy Scott, mais tu devrais regarder les planches et tu verras que la façon dont justement le surnaturel peut s'immiscer dans un quotidien somme toute assez propre, en fait ça fait aussi penser un peu à ce genre d'approche. Mais c'est vraiment tu ne t'intéresses hélas pas tout le temps à ce genre de choses, mais comme toujours je te conseille d'être curieux et je pense que ça va parler à ton esprit d'élitiste. File-moi un album gratos et je m'y intéresserais. Oh. Mais dans l'intervalle, j'aurais du mal à m'y intéresser. Bah, il faut aller regarder les planches tout simplement déjà en fait. Mais toi, tu comptes lire The Rough Pearl ? Hein, bien sûr. Ah oui ? Oui. C'est vrai ? Bah oui. Ok. Moi j'aime bien, moi je kiffe Charles Burns. T'as lu aussi. Daniel Close ? Black Hole, pardon. Ok, Black Hole. Mais t'as lu d'autres trucs de. Bah pour l'instant non, parce que j'ai pas Dédale, j'aimerais bien qu'il fasse une édition intégrale. Je peux te prêter le tome si tu veux. Ouais. C'est très court en plus Dédale. Non mais c'est pour ça, à chaque fois c'est des albums super courts, donc j'aimerais bien attendre en fait qu'il fasse un gros hardcover. Un gros hardcover après. Par contre Voilà, par contre Daniel Close, non, je t'avoue que je connais pas, mais par contre j'ai vu justement les planches présentées pour la campagne de Rough Pearl, moi ça me botte de ouf quoi. Parce qu'il y a un côté bizarre vraiment très. Ça a commencé là déjà ou... Ouais, ça a commencé. On en reparlera quand on aura l'album entre les pattes. Tout à fait. Allez, on continue. Alors, on a un gros point à faire du côté de Urban Comics qui a multiplié les annonces ces derniers jours, parce qu'en fait, ils sont en train de déballer grosso modo tout leur programme de publication pour le début de l'année 2022, tout simplement. Donc, surprise. On va essayer. Il y a du Batman. Surprise, il y a du Batman. Alors, il y aura forcément un point Batman, mais en même temps, c'est logique aussi, puisque il y a toujours du Batman et que le gros vendeur du marché. Voilà, et puis qu'en début 2022, il y a aussi un film qui s'appelle The Batman qui va sortir. Ouais. Donc évidemment, la maison d'édition aurait tort de ne pas en profiter. Non. Voilà. Une tentative de passe décisive, mais tu n'as pas voulu la prendre, mais ce n'est pas grave. Tant pis pour le running gag, mais on va faire. Tard, c'est chez Marvel. Alors j'ai fait 4 points, non 5, j'en ai fait 5. On va essayer d'aborder ça de façon plus ou moins rapidement. Le premier point, c'est déjà le Batman Ego de Darwyn Cooke qui revient, parce que c'est pas de l'inédit complet, mais ça faisait très longtemps que ça n'avait pas été édité, puisque les précédentes éditions, c'était années 2000, début des années 2000. Alors je sais plus si c'était chez Panini d'ailleurs à l'époque. Ouais. Je pense il est possible qu'il y ait une nouvelle trad aussi, j'imagine. Pas forcément, ça dépend. Okay. Non, c'est pas systématique. Surtout que si le travail a été fait avant, le travail a été fait quoi. Mais donc voilà, donc en fait, c'est donc Urban qui fait de la réédition en accent sur les auteurs, donc sur Darwyn Cooke d'un côté avec donc le Batman Ego, et il y a aussi du Catwoman avec notamment le Grand Braquage et Catwoman à Rome, donc de Jeff Lubb et Tim Sale, des récits qui avaient déjà été édités précédemment dans des collections du style Ed Brubaker présente Catwoman par exemple. Mais là par rapport à ça, parce que j'ai vu des critiques sur le fait qu'effectivement il ramenait dans ce bouquin le grand braquage, à la fois le roman graphique Selina's Big Score et les 4 premiers numéros illustrés par Darwyn Cooke et écrits par Brubaker dans la fameuse série qui avait réinventé le costume, etc. Faut savoir que c'est basé sur une édition VO en fait qui existe déjà aux États-Unis et qui pareil intègre beaucoup de bonus des séries solo et des différents passages de Cooke sur d'autres projets. On n'a peut-être pas précisé que dans Batman Ego, il y avait justement beaucoup aussi de Batman inédit, pour le coup en France, de Cooke, notamment ses passages dans Solo, quelques chapitres du Batman Spirit et un autre truc issu de Gotham Knights, je crois. C'est ça, de Gotham Knights 33, The Monument et Herbie Monsters de Gotham Knights 23. Comme ils ont fait pour Bendis avec le Batman Universe, où ils avaient rajouté les autres passages de Bendis sur Batman. L'idée, c'est d'avoir un bouquin qui compile tout le Batman de Cooke. Même si c'est quelque part un peu facile, ça reste quand même en tout cas Ego, ça reste une putain de truc à posséder. Et en plus, et puis t'as accès à la ligne auteur que défend beaucoup Urban Comics. Voilà, et puis Matt Reeves avait dit que Batman Ego était l'une des influences du film, donc en fait c'est pour ça aussi qu'il y a ce choix en fait d'accès. Alors je sais pas si ça va se traduire après sur un bandeau à la con, à la le comics qui a inspiré le film ou pas. Et sur un poster, t'auras le comics écrit par le scénariste du film. C'est ça aussi, ça sera pour Batman. Effectivement, parce que Batman The Imposter a aussi été annoncé. Alors pour février 2022, ça sortira littéralement une semaine avant la sortie du film par chez nous en France. Donc c'est le roman graphique, c'est une mini-série en 3 numéros dans le Black Label qui démarre là au mois d'octobre chez DC, donc on va clairement vous en reparler puisque grosse attente donc sur un titre Batman dessiné par Andrea Sorrentino, écrit par Mattson Tomlin, le co-scénariste du film The Batman de Matt Reeves, dont on entend de plus en plus le nom puisqu'il va aussi faire un prochain Creator Owned avec Liber Mero, ce dont on a eu l'information
une exclusivité carrément. Et voilà, et dont on va reparler après sur un autre film. Donc voilà, petite coqueluche qui monte, j'ai envie de dire. Dans Hollywood, et donc forcément la curiosité est au rendez-vous. Tout à fait. Et juste bon, évidemment, voilà, Urban Comics qui fait de la réédition de Batman Catwoman, ça peut prêter à sourire. Comme tu le dis, il y a le film qui arrive et Catwoman sera dans le film de Matt Reeves, donc on peut trouver des parallèles, mais j'ai un peu l'impression que moi, que When in Rome, enfin à Rome, pardon, Catwoman à Rome, ou le travail de Cook sur Big Score, enfin le grand braquage, voilà, excusez-moi, j'ai découvert ces mots. Ce mec parle toujours en VO. Non, mais parce que tu sais, t'as les références, oui, comme tu dis pas un long Halloween, tu dis long Halloween, tu vois. Et justement, c'est des trucs qui sont assez connus par les fans, enfin auprès des fans, mais qui sont rarement en fait les premiers trucs auxquels on pense quand on veut faire découvrir Batman ou Catwoman à quelqu'un, alors que c'est des bouquins Ego, typiquement, pour moi c'est un chef-d'œuvre, très honnêtement, c'est un truc qui interroge le rapport de l'enfant Bruce Wayne au monstre Batman, comment il a créé ce persona, pourquoi il a créé ce persona, ça revient vraiment sur les trucs que tu vois dans Year One et tout. C'est assez composite, c'est assez introspectif. Et c'est vraiment un dialogue entre les deux faces de la bête, entre guillemets, ce que je trouve personnellement assez génial, et c'est un des meilleurs travaux de Cook chez DC à mon avis. Et pourtant, il est quand même relativement peu connu, tu vois, c'est-à-dire que par rapport justement à c'est un succès confidentiel, de Sale, même quelque part de Morrison et compagnie, on pense moins à celui-là à recommander aux gens, alors que pour ceux qui aiment analyser, un peu comme le truc de Garde Boucher que John Paul Leon, Créature de la nuit. Créature de la nuit, tu vois, c'est un bouquin qui pose des questions en fait à Batman, et qui, plutôt que de raconter une histoire stylée, un polar, etc., vraiment va interroger le mythe. Et c'est important justement d'avoir ça effectivement comme influence d'un nouveau film qui quand même passe après 3 ou 4 générations de Batman. Donc moi j'ai assez hâte de voir déjà le film, et aussi de voir cette réédition qui, en plus, encore une fois, par exemple la série Solo, qui est un truc qui est pas du tout connu, j'ai l'impression, qui est une anthologie consacrée à des grands artistes qui ont un trait super précis, etc. Il y avait Michael Red, il y avait donc évidemment Darwyn Cook. Ça n'a pas été édité depuis assez longtemps maintenant. Avoir justement un bouquin qui a tous les Batman de Cook, enfin, on a déjà fait un podcast sur lui il y a assez longtemps, ça reste un des très très grands bonhommes qui est parti beaucoup trop tôt. Moi je suis assez content quand même de cette réédition, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, de toute façon, personne t'oblige, si t'es pas content, personne t'oblige à acheter de toute façon, quoi. Tu vois, c'est truc. Mais après, surtout que par exemple, enfin, même par rapport au grand braquage, tout ça, et au fait que les récits étaient incorporés dans d'autres tomes, c'est aussi des tomes qui, pour certains, enfin, les Ed Brubaker présentent Catwoman, c'était il y a quasiment 10 ans en fait, donc c'est aussi des tomes qui sont plus difficiles à trouver. Et là, tu cibles un peu plus en fait sur certains récits en particulier, plus sur les artistes aussi. Bah là, c'est ça, voilà, c'est juste une autre façon en fait de présenter un travail, en fait, qui va profiter effectivement d'une adaptation et d'un certain écho pour Batman Echo. Voilà, pour en fait être mis en avant. Donc en soi, je trouve ça plutôt bienvenu. Donc voilà, puis ça fera sûrement des beaux albums effectivement. Et puis voilà, si vous étiez passé à côté des précédentes éditions de ces récits, bah, de toute façon, on vous en reparlera. Du Batman encore et toujours, bien entendu, puisque ça fait vendre. On l'a dit avant, avec l'annonce d'une nouvelle collection qui arrivera aussi l'année prochaine. Puisque en fait il y a plusieurs collections sur Batman que Urban Comics a créé ces derniers temps. Donc il y a notamment les Batman Arkham, qui sont des anthologies qui reprennent plein de numéros en fait en rapport avec un super vilain. Donc là je crois encore une fois une déclinaison d'un truc qui se fait aux États-Unis. Oui, mais quasiment pour tout. Alors Batman mythologie, qui là reprend des éléments de la mythologie de Batman. Donc il y a la Batcave, la Batmobile, les alliés de Batman. Là ce sera les morts de Bruce Wayne par exemple, qui sera le premier tome en 2022. Et donc collection plus intéressante qui s'appelle Batman Chronicles, qui a l'air de reprendre un peu les TPB Batman Cape Crusader et Batman Dark Detective en fait en VO, qui vont en fait suivre un peu le modèle des intégrales de Panini Comics, tu sais, les Spider-Man 1963, enfin qui reprennent vraiment toutes les publications par année, puisque là en fait on va grosso modo, l'idée annoncée de l'éditeur, c'est de dire voilà, on va vous publier tous les comics Batman sortis de 1987 à aujourd'hui. Alors ça va prendre énormément de temps, mais grosso modo en commençant par 1987, donc l'année en fait où il y a Batman Year One qui a démarré dans les pages de la série régulière Batman. Et surtout que le but c'est pas de publier que la série Batman, mais aussi toutes les autres en fait. Legend of the Dark Knight, Shadow of the Bat, et ce genre de choses là, et ce sera d'autant plus intéressant quand on abordera en plus des parties avec des crossovers comme Nightfall, comme Wargames, ce genre de choses là. Donc là on est sur le long terme, mais voilà, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir toutes les publications qui étaient liées à Batman dans une seule collection de volumes qui vont se suivre, donc avec un premier volume pour 1987. Il y aura pas tout 1987 en un seul tome, puisque forcément DC publiait déjà beaucoup de Batman, voilà, publiait déjà beaucoup de Batman à l'époque, donc il y aura sûrement peut-être 2 à 3 volumes peut-être par année en fonction de ce qui avait été publié. Mais je suis ultra chaud par contre pour cette approche chronologique qui se fait. C'est vrai que
ça n'aurait pas trop d'intérêt de recommencer au tout début en allant publier tous les comics Batman depuis 1939, puisque c'est quand même du coup je pense une énorme partie en fait qui intéresserait pas grand monde. Puis il y a déjà les comic strips techniquement si tu veux vraiment revenir au tout début. Mais oui, tu sais, il y a des volumes de comic strips Batman. Non, je sais pas, tu me regardes bizarrement. Non, d'accord, ça n'a rien à voir. Ok. C'est un autre sujet. Ok. Totalement. Ok. Donc il y a déjà cette partie-là si vraiment vous êtes fan du Golden Age. Pour le Silver Age, c'est vrai qu'il y a eu quelques volumes. Enfin, il y avait Silver Bronze Age, il y avait Batman la légende par Neil Adams. Jim Aparo aussi. Jim Aparo. Mais là, du coup, on est vraiment à partir du Dark Age, on va dire. Moi, c'est peut-être plus ça, la critique. Ce serait justement pourquoi se limiter au post-crisis, au post-tier 1. Justement, non mais c'est quand même plus connu, tu vois, là toi-même de référence, tu les as faites, tu vois, le No Man's Land, Cataclysme, Nightfall. Nightfall a été largement édité par Urban et bien édité en plus. Il y a plein de trucs qui risquent de faire redite, alors que justement j'ai l'impression que les gens connaissent beaucoup moins bien les Batman entre le Bronze Age et le Dark Age, qui est quand même, évidemment c'est plus compliqué à vendre, j'entends bien, c'est le travail d'archives, les gens n'aiment pas quand on a une belle ligne claire, ils préfèrent quand c'est bien moderne avec des couleurs flashy. Nul, mais donc non mais je plaisante bien sûr, mais je trouve quand même qu'effectivement le lectorat français manque de curiosité par rapport justement à ce qui est en fait les fondamentales de la BD, c'est-à-dire que pendant 60 ans on a dessiné en ligne claire et un jour on a dit maintenant on arrête, on fait des gros muscles à tout le monde et on fait des perspectives qui veulent rien dire. Encore que moi j'aime bien encore les dessins des années 80-90 et précisément entre Year One et la fin de Nightfall, on a quand même une des meilleures périodes de Batman avec tout ce qui s'est fait de grand, gothique, tout ce qui The Cult, tous ces machins-là qui sont pareils, encore moins connus que les Ego et les Catwoman, etc. Tu parlais de Legend of the Dark Knight, pour moi c'est peut-être la meilleure série Batman. Ouais, mais justement, ce sera super cool d'avoir tout compilé dans un... Après, c'est sûr que si t'as déjà pris tous les Batman édités précédemment, tu vas avoir des doublons, mais voilà, c'est une collection qui se tient à part, qui a pas le même but, qui est vraiment... s'ils arrivent à la maintenir après, là c'est vraiment un pari de très long terme, hein, de dire on va tout publier jusqu'à je sais pas quand, mais j'irai au moins jusqu'à Renaissance, en fait, jusqu'au New 52. Je pense que c'est peut-être ça le but, tu vois. Probablement. Après voilà, encore une fois, peut-être que si déjà les Grant Morrison présentent Batman, qui sont quand même assez épaisse, qu'il y a un intérêt à les republier. Après, moi, j'avoue, j'aime bien ce que fait Panini par rapport aux années. En fait, c'est même, je crois que c'est un truc le plus vieux que j'ai jamais croisé en librairie. Tu vois, le truc, tu te dis, tu veux commencer les comics. C'est un truc tout bête. Tu prends dès le début, t'as le volume 1, t'as le volume 2, t'as le volume 3 qui correspondent à chaque année d'évolution. Après, effectivement, ça montre ses limites, on va dire, parce que ces récits-là ont beaucoup vieilli parfois, etc. Et le travail d'édition de Panini là-dessus, avec les feuilles en papier glacé et tout, c'est vrai que c'est pas très agréable au toucher, etc. Mais pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a probablement moyen, justement, en jouant là-dessus, d'insérer des trucs qui seraient impubliables autrement, en fait. Ouais. Parce qu'il y a plein de petites mini-séries ou de petits projets ou de petits arcs par des mecs qui ont disparu aujourd'hui, hein, très honnêtement, que tu peux pas éditer tout seul parce qu'il n'y a pas de nom pour les vendre, il n'y a pas de contexte historique auquel les accrocher, etc. Donc, nous verrons bien. Ouais. Autre point aussi chez Urban Comics à partir du début 2022, c'est l'arrivée en VF des titres Infinite Frontier. Voilà, donc c'est la période éditoriale qui a suivi la pause Future State qu'on a abordée en ce début d'année sur le podcast, hein. Les podcasts sont toujours en ligne, donc vous pouvez toujours aller écouter, avec donc pas mal, en fait, il y aura un tome d'essai Infinite Frontier qui va sortir dès le départ et qui je trouve à la composition très maligne, puisqu'en fait, contrairement à ce qui s'est passé avec le lectorat VO, il a fallu attendre le one-shot Infinite Frontier 0, puis après il a fallu attendre 4 mois pour avoir la mini-série Infinite Frontier qui s'est allée pendant tout l'été avec à côté les Infinite Frontier Secret Files. Là, il y aura vraiment tout d'un coup le 21 janvier 2022, un gros tome complet, donc avec le premier acte, en fait, de cette grande... on va dire réinstallation du multivers chez DC Comics, chapeauté par Joshua Williamson entre autres, et qui c'est vrai qu'on l'a pas redit depuis, mais personnellement moi je trouve que c'est un vrai kiff. Je trouve que c'est quand même depuis peut-être Final Crisis, en fait, la meilleure pré-Crisis qui a été écrite, parce que ça reprend vraiment plein d'éléments justement de ces continuités de Crisis, de Infinite et de Final, et ça remet tout ça bien, en fait, sans chercher à vouloir réinventer la roue. Ça reprend vraiment des éléments qui sont compréhensibles. Enfin, c'est très nerd, hein. Franchement, je pense que ça s'adresse quand même vachement plus à des lecteurs assez familiers de cet univers et des crises et tout ça.
mais vraiment c'est un vrai bon travail de Williamson que je n'avais pas forcément dans mon cœur avec sa complicité sur les métalleries de Snyder et même sa série The Flash qui je trouve par moments était vraiment insupportable à lire. Donc vraiment une très très bonne découverte. Puis à côté en fait ils vont commencer tout simplement aussi à sortir les tomes 1 des premières séries de l'ère Infinite Frontier. Donc ils ont déjà annoncé Batman, Superman et Wonder Woman, mais aussi Harley Quinn et Joker. Grosso modo, c'est tout ce qui était Infinite, quelque chose, Harley Quinn Infinite, Batman Infinite, etc. C'est ça? C'est le nom qu'ils leur ont donné, il me semble. Ouais, du coup, ils appellent ça Infinite parce que du coup, c'est leur nouvelle collection qui s'appelle DC Infinite. Voilà, il y avait DC Renaissance, DC Rebirth, et maintenant c'est DC Infinite pour marquer juste la rupture entre les différentes périodes éditoriales. Ça permet de faire des nouveaux tomes. Techniquement, c'est quand même des nouvelles séries pour la plupart. Ça ne c'est pas le cas forcément pour Batman notamment, mais Superman, c'est quand t'as le premier tome, c'est quand tu as comment il s'appelle, Philip Kennedy Johnson qui avait repris la chose. Harley Quinn aussi, c'est une nouvelle équipe créative avec Stephanie Phillips et Riley Rossmo. Joker aussi, du coup la série Joker de James Tynion Ford qui sera édité comme ça. Donc voilà, il y a encore l'un ou l'autre tome qui devrait être annoncé pour conclure cette première vague de si tomes. vous voulez ramener Swamp Thing, faut surtout pas hésiter, les gars. Je pense qu'il y a de bonnes chances que le Swamp Thing arrive. Catwoman aussi de Ramvé est vachement bien. Je pense qu'il y a ça, enfin, remarque, non, ça j'en suis moins sûr, mais. Moi je propose qu'on fasse un podcast sur Infinite Frontier, histoire de dresser un petit bilan et qu'on passe à la suite. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, tu dirais là dans les news pour pas. Ouais, parce que là, si on s'étend sur tous les titres, l'impact que ça a, etc., on va. Oui, et surtout le truc en plus, c'est que de toute façon, Infinite Frontier, c'est toujours pas fini. Hein. On a eu, si tu veux, avec Infinite Frontier, la mini-série, on a eu, si tu veux, la fin du premier acte. Mais il y a tout qui doit se dérouler encore. Et bientôt, on va arriver au 1 an de Future Sight, de toute façon, donc ce serait pas mal de faire un petit peu un point sur où on est DC Comics, je pense. C'est vrai. Parce qu'il y a du bon, à mon avis. Ah oui. Tu vois, proportionnellement à ce qu'on avait espéré en début d'année, en mode on sait pas où ils savent pas où ils vont, etc. Finalement, moi, je suis plutôt content de cette année 2021 pour l'instant chez DC. Très bien. Eh bien, écoute, il faudra se prendre le temps pour aller débroussailler tout cela. Corentin, et donc on continue toujours avec leurs annonces. Autre album plutôt attendu. Alors d'une part, le Dreaming de Sandman. Oui, donc le Dreaming, pas l'ancien, hein, le nouveau, le Dreaming de Sandman Universe Presents. Donc voilà, série de Cy Spurrier illustrée par Bill Quisevely au début. Après ça changera un peu plus tard, on sait pas où est-ce qu'ils vont aller, mais enfin jusqu'où ils vont aller, pardon. Donc oui, simplement la suite entre guillemets canonique de Sandman, puisque c'est directement celle qui fait suite au dernier volume de Sandman. Dans lequel Dream est encore parti, tient pas en place. Et du coup, on suit un petit peu le quotidien des habitants du Royaume des Rêves dans un monde où le roi n'est plus là. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt frais, c'est très coloré, c'est très joli. C'est une série qui, je pense, a été faite par des nerds de Sandman, en fait, simplement. C'est peut-être la meilleure série de l'univers Sandman après le Hellblazer de Spurrier, même s'il est un peu déconnecté, puisqu'il est plus autonome. En fait, c'est plus un Hellblazer qu'un Sandman Universe Hellblazer. Voilà, plutôt une bonne nouvelle qui, a priori, je pense, participe du fait que la série Netflix arrive et qu'il est important de ramener un petit peu ce qui s'est fait de récent sur le Sandman, parce que Urban a déjà quasiment tout édité en dehors de ça, quoi. À part les Dead Boy Detectives, qui serait un truc intéressant à ramener, d'autant plus que quand il y aura priori, spin-off, ils seront dans la série Netflix, ils seront dans la série Doom Patrol. Donc à voir quand. Mais après il y a un spin-off aussi qui est en développement. Oui, tout à fait, chez HBO Max. Bon, ça finira par arriver de toute façon. Ouais, voilà, ça, je pense qu'il faut juste attendre le bon moment. Et puis rappelons quand même que Bill Quisevely est une dessinatrice fantastique qui fait des merveilles graphiquement, et que on espère aussi la retrouver l'année prochaine en VF sur le Supergirl, le Woman of Tomorrow de Tom King. Tout à fait. Je pense trouvera facilement sa voix sur les étals de nos librairies. Autre chose aussi, ça c'est très très chouette, la GSA de Geoff Johns qui arrive aussi. Qui arrive en verre. Alors, je sais pas si elle était déjà. Je crois qu'elle a déjà été éditée précédemment, mais probablement. Donc... Mais après c'est relativement récent, hein, puisque si je dis pas de conneries, c'est le volume de 2006. Donc c'est un volume qui passe déjà. 2006, c'était il y a longtemps, hein, mine de rien. Oui, c'était il y a 15 ans, mais Urban, c'était pas il y a si longtemps. En fait, l'avènement d'Urban Comics, c'était pas très longtemps après 2006, quelque part. C'était 6 ans après, quand même. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire. Non. Mais bref, tout ça pour dire simplement, voilà, c'est l'époque où la GSA commence à être un peu vieillissante et commence à chercher un peu des remplaçants, de nouveaux héros à former. C'est un peu la nouvelle génération, un peu les New Mutants de la GSA. Donc Geoff Johns aux manettes pour un de ses runs les plus connus,
T'avais des Big Books en 2008 et le GLA de chez Summit Books en 2003, donc ça c'était précédent, mais la GSA du coup Big Books c'était en 2008. Et c'est sur ce volume-là en fait que tout le monde a commencé à cimenter l'idée que Geoff Jones devait écrire la GSA, devait revenir un jour écrire la GSA, ce qu'il n'a pas vraiment fait. Plus ou moins, puisque techniquement il y a de la GSA dans les New 52. 2 tomes chez Panini Comics du coup en 2008, voilà. Tout à fait. Et donc voilà, ça va finir par arriver. Moi j'avoue, ça va être enfin l'occasion de poursuivre la lecture, parce que j'avais lu que très peu de numéros de ce volume-là. Et j'aimerais bien un petit peu voir What the Fuss is about, tu vois, parce que on me dit toujours la GSA de Geoff Jones, la GSA de Geoff Jones, etc. Je veux bien que tu prêtes ton omnibus. Mais voilà, je me demande si c'est aussi bien qu'on le dit. Si, ça fait 1600 pages, donc c'est pas pratique à transporter. J'ai bien fait d'arrêter la lecture très tôt. Non, mais voilà, ce sera une bonne occasion, je pense, de remettre en avant ce travail qui est considéré effectivement comme l'un des meilleurs travaux de Geoff Jones avec Green Lantern, avec Teen Titans. C'était l'époque où il était. C'était l'époque où c'était le meilleur. C'était le meilleur chez DC à un moment quand même. Geoff Jones quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui. C'est plus Green Lantern pour moi à l'époque où il était le meilleur. Ouais, non, mais Green Lantern ça reste exceptionnel. Enfin, même tous les débuts de son run sur Sinestro Corp Wars. Ouais, sur Darkest Night et tout ça, c'est vraiment incroyable. Mais justement, même si Geoff Jones est toujours très connu parce que la Justice League des Renaissances, du coup, en France notamment, après Doomsday Clock et 3 Jokers, c'est un peu plus compliqué. On vous en parle un jour, quand même. Ouais, on va revenir là-dessus, mais voilà, histoire de remettre en avant quand même les anciens travaux du grand Geoff Jones. C'est vrai que Urban a déjà bien fait le taf quand même, parce qu'il y a sa Justice League, son Green Lantern, son Superman, Mais il y a plein de trucs de Geoff Jones. Ouais. Il y a déjà et son Aquaman aussi, voilà. Ouais. Donc voilà, tous ces travaux modernes qui... Forever Evil. Ouais, non, mais c'était pas si mal, Forever Evil. Non, c'était pas si mal. C'était série B sympa. Voilà. Donc voilà, ça arrivera aussi en 2022. Et donc pour terminer le point Urban, belle annonce pour l'indé, puisque The Department of Truth de James Tynion IV et Martin Simmons arrivera aussi en début d'année prochaine. Et ça, c'est très 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 cool. Oui, tout à fait. On en a déjà parlé. Merveilleuse série dans laquelle, quand suffisamment de gens commencent à croire à une théorie du complot, quelle qu'elle soit, ou à un complot, ou à une légende urbaine, elle finit par se matérialiser. Se manifeste dans le présent. Et les différents gouvernements des différents pays ont un département qui est là pour, entre guillemets, limiter la propagation de ces idées afin qu'elles évitent justement de se réaliser. Ce qui va un peu de tout, ce qui va des partisans de la théorie de la Terre plate aux mecs qui croient au Yeti ou au monstre du Loch Ness. Ce qui donne des superbes pages par Martin Simmons, qui est l'enfant caché de Bill Sienkiewicz. Et un peu aussi Dave McKean. C'est super beau, c'est super bien, c'est génial, c'est la meilleure série de James Tynion IV avec The Nexus on the Lake. Et voilà. Il y a aussi Something is Killing the Shenton qui est très très bien. Je suis un peu moins fan finalement. J'ai commencé, ça y est. Et je pense que c'est plus ton délire d'horreur rurale que moi. D'accord. Ouais. Le côté vraiment parano-complotiste de The Nice House et de Department of Truth me plaît beaucoup plus. Okay. Et puis graphiquement aussi, je trouve que ça n'a rien à voir. Ah bah c'est des approches très différentes à chaque fois, mais les 3 titres sont excellents et sont de vrais succès aux États-Unis. C'est assez impressionnant ce qu'il se passe autour de James Tynion IV, et on comprend que le type soit vivement Blue Book, soit une rosta. Ouais, mais je me demande si ça n'a pas déjà commencé sur Substack. Vivement l'album Blue Book. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas m'abonner sur Substack à James Tynion IV. Je t'aime beaucoup, frérot, mais j'ai pas les moyens. D'ailleurs, Noel Stevenson et Adrian Tomine qui ont rejoint Substack aussi. L'exode continue et les auteurs continuent d'affluer. Sans qu'on ne sache forcément si c'est viable encore pour le moment. Ce sera vraiment le pari de long terme pour tant que ça continue à arriver, c'est que pour Substack c'est viable. Sinon ils auraient fermé le robinet. Ouais, et puis enfin ils font quand même marcher la planche à billets parce qu'il faut les payer tous, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, je suis vraiment très curieux de... Peut-être couler Substack en un an. Non, je pense non, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont inscrits et qui payent, quoi. Après, c'est vraiment juste comment tu arrives à miser vraiment sur la minorité qui va payer. Est-ce que cette minorité-là est suffisante? Après, Noel Stevenson, par exemple, enfin Adrian Tomine aussi, tu sais, il fait des couvertures pour le New York Times, tout ça, c'est au-delà de la seule source comics. Noel Stevenson, elle a aussi fait la série d'animation She-Ra. Elle est au travaux, elle fait des travaux. Elle fait des travaux sur plein de projets qui sont en dehors des comics purs et durs, donc forcément en termes de fanbase ça te permet aussi de ramener encore plus de monde. Oui. Voilà. Allez, on continue du coup du côté de la VO. Voilà, on a fait un point VF avec donc Urban qui a monopolisé notre attention, donc on vous reparlera de toute façon de tous ces titres en temps et en heure évidemment, et puis il y en a certains dont on vous a déjà parlé. C'est l'avantage aussi de traiter de la VO, et justement la VO, on y vient maintenant.
Corentin, j'ai une question pour toi. Et tu vas me répondre et tu vas développer un petit peu. Est-ce que Marvel aurait pas menti sur Devil's Reign et cette question de on va faire un event sans tie-in? Alors, c'est pas encore sûr. En fait, donc Devil's Reign, ils avaient expliqué, Zdarsky avait expliqué, et le communiqué officiel de Marvel l'avait confirmé, que Zdarsky cherchait à faire un événement à l'ancienne. C'est-à-dire, à l'ancienne, quand vous aviez un événement, vous n'aviez pas 40 000 tie-in en mini-série, les tie-in étaient intégrés au projet directement, qui était en cours de publication, aux ongoing. Si vous pensez par exemple à tout ce qu'a fait Scott Snyder sur Batman avec Night of the Owls, tu vois, qui était la suite, enfin l'interstice de Court of the Owls, la cour des hiboux, la nuit des hiboux, vous aviez plein de numéros dans les séries normales, donc les séries Batgirl, les séries Robin, enfin Nightwing, etc., qui étaient connectés à l'événement en cours. Ce qui permettait, alors, ce qui avait l'avantage de pas justement inonder le marché de numéros qui ne servaient à rien, entre guillemets, sinon à nourrir un événement qui de fait se basait principalement dans une seule série. Mais à la fois, ça avait l'inconvénient justement de retarder les projets des gens qui avaient ces séries en cours parce qu'ils devaient s'arrêter pendant un mois ou deux pour gérer les conséquences de ce truc-là. Mais si on remonte plus loin dans le passé, même les events en crossover, parfois, pouvaient juste prendre directement dans différentes séries. Genre, justement, on parlait de Nightfall ou de Cataclysme. Ça a même été la norme pendant un assez long moment. C'est, au départ, il n'y avait pas d'event. Age of Apocalypse, tu sais. Les mini-séries et les maxi-séries événements, entre guillemets, ça n'existait pas. À une époque, il y avait une trame qui traversait différentes séries comme ça, et après il fallait que l'éditeur s'arrange pour tout compiler dans le bon ordre, ce qui rend du côté des X-Men ou de Nightfall la lecture un peu compliquée parfois, parce que t'as des moments dans Nightfall où Bruce Wayne est sur un lit d'hôpital, et puis il y a un arc interstitiel qui intervient que dans une des séries qui sert à rien du tout, hein. Mais ils l'ont quand même mis pour la compilation, tu me dis pas pourquoi, mais voilà. Donc là en l'occurrence c'était ce que Zdarsky voulait faire, et c'était pour moi une bonne réponse au fait que Marvel depuis des années accumule les événements, et à chaque événement accumule les publications un petit peu comme des bourgeons assez polluants, on va dire, puisqu'il y a plein de projets qui très honnêtement ne servent à rien. Si vous retrouvez sur le site comicsblog.fr, j'avais écrit un article sur King in Black en allant chercher justement tous les tie-ins qui avaient été sortis pendant les 3 premières semaines, et dans le tas tu devais en avoir que 2 qui étaient vraiment intéressants. Tout le reste c'était grosso modo tel héros combat une version nullified d'un autre personnage. Voilà, ou bien d'un Venom, tu vois, d'un symbiote avec une spirale sur la tronche. Et tout est comme ça, grosso modo. C'était pareil pour War of the Realms, vous avez grosso modo que War le Punisher qui s'en nageait un peu. C'était scandaleux. Le War of the Realms, c'était une attaque globale sur la Terre. Donc, grosso modo, tu voyais juste ce qui se passait en Asie, ce qui se passait en Afrique, ce qui se passait en Australie, etc. C'était tie-in géographique, et il y avait la même chose avec Empire aussi. Exactement, voilà. Donc, effectivement, on en avait un peu marre. Devil's Reign, effectivement, c'est plus localisé puisque c'est que New York. Ouais, mais là, justement, il pourrait le localiser aussi. Genre, qu'est-ce qui se passe à Devil's Kitchen? Qu'est-ce qui se passe dans le Bronx? Qu'est-ce qui se passe dans Hell's Kitchen. Dans Manhattan? Je dis quoi? T'as dit Devil's Kitchen. Ah, pardon. C'est pas grave, ça correspond bien. Voilà. Donc là, évidemment, voilà. Donc, ils avaient dit ça. Et Bleeding Cool a très finement observé qu'il y avait sur Amazon 2 albums qui avaient été référencés, Devil's Reign X-Men et Devil's Reign's Villain for Hire, donc les vilains à louer, entre guillemets, une réponse aux héros à louer. On imagine que le Kingpin met en place une sorte d'équipe un peu uberisée de super méchants qui bossent pour lui. Donc il est compliqué de savoir si c'est des mini-séries, parce qu'il n'y a pas de... il n'y a pas le listing des contenus. On sait que c'est Jerry Duggan qui va écrire les X-Men comme il écrit déjà les X-Men, et que c'est Philip Tan qui va se charger d'illustrer le truc. Pendant que... j'ai peut-être une connerie là. Non, attends, c'est Philip Tan qui illustre la mini-série, et celui qui dessine habituellement, c'est un autre mec qui dessinera pas pendant 6 mois, grosso modo. Et Villains for Hire, c'est pareil. Ça pourrait très bien être un arc de la série Spider-Man qui, comme on le sait, va aller très très vite. Il y a beaucoup de numéros qui vont sortir assez rapidement. Ou bien un arc d'une autre série, ou bien voilà... Et surtout que sous Spencer, le Caïd Kingpin avait déjà recruté à un moment des super vilains pour... Oui, là on les reconnaît de toute façon, c'est pas des trucs qui sortent du néant. La différence, c'est est-ce qu'ils vont vraiment le faire en mini-séries séparées ou l'intégrer effectivement dans les arcs, sachant que là, si c'est vraiment des mini-séries, je sais pas si par exemple Duggan aura envie de bloquer ses X-Men pendant, parce que là c'est 112 pages je crois, donc c'est au moins 3 numéros, ou pas 4 numéros même. 112 c'est plutôt 5-6 même, hein. C'est 5, c'est minimum 5, hein, 112 pages. 5, ça dépend 5 fois 20 ça fait 100, donc ça dépend s'ils les font en étendu ou pas en fait, parce que vu que c'est de l'event... Ouais, mais je pense pas. Ouais, dans ce cas-là, tu vois, ça fait quand même qu'il bloque son propre univers pendant quelques mois. À mon avis, ça me paraît peu probable quand même. Donc moi, je crois plus à la piste de mini-séries séparées, auquel cas Marvel se serait évidemment foutu de notre gueule et continuera à envahir le marché de plein de projets qui servent à rien, parce que honnêtement, le lien entre Devil's Reign et les X-Men, faut quand même le chercher, tu vois, parce que les X-Men, a priori, Krakoa sera encore là après Inferno. Enfin, de ce qu'on voit dans les futures sollicitations, c'est encore le cas.
Krakow est très loin de New York. New York, c'est là où va se passer Devil's Reign parce que le caïd veut interdire les justiciers à New York, précisément. Parce qu'il est que maire de New York, hein, il n'est pas encore président des États-Unis. T'as un moment donné, quand même, où tu te dis, bah oui, non, mais là, ça sert à rien, en fait. Alors, ok, il y a un côté ligne street avec l'intérêt de mettre des X-Men urbains, entre guillemets, à New York. Mais voilà, là, on voit Emma Frost sur la cover. Quel rapport avec le caïd? Quel rapport avec... Donc, pour le coup, je trouve ça un peu bête. Villains for Hire, à la limite, ça se défend naturellement, mais il faut voir dans quelle série ils vont l'intégrer, si c'est pas une nouvelle mini-série. Et voilà, partant de là, on était plutôt enthousiaste pour Devil's Reign parce que justement, il y avait ce côté un peu plus concentré, voilà, concentré, plus sain, plus propre, entre guillemets, plus honnête. Et finalement, ça a l'air d'être encore une fois l'événement Marvel automatique qui va jaillir, occuper les attentions de tout le monde pendant 1 mois et demi, et on l'aura oublié au bout d'1 mois et demi. Donc voilà. Ah, Corentin, il est content, hein? Très content. Très, très ça a l'air quand même sympa, hein. C'est Zdarsky Geketo, moi ça me va, tu vois. C'est juste que je ne lirai pas les tailles, comme à chaque fois. Ouais. Et je vous conseille de faire ça aussi parce qu'honnêtement, au bout de quelques années, mais rendez-vous compte de la somme que vous avez peut-être payée pour justement ces numéros dont on vous a dit qu'ils étaient super importants et en fait ils servent absolument à rien. Voilà, moi franchement, je te dis, à part Punisher, Kill Crew, parce que t'avais Ferreira au dessin, et je retiens vraiment quasiment aucun tie-in de ces dernières années. Ouais, non, je te comprends. Je te comprends. On continue du coup avec de l'indé un petit peu, juste une petite parenthèse pour annoncer la suite du titre We Live des frères Roy et Inaki Miranda qui est publié chez Aftershock Comics. Alors à la base c'est un titre de fantasy / science-fiction dans lequel on suit 2 gamins qui essayent d'atteindre en fait le point d'embarquement pour quitter la Terre parce que la Terre est complètement foutue, désastre écologique. Et donc il y a une suite qui avait été annoncée déjà il y a quelques temps qui s'appelle donc We Live Era of Palladions, et en fait qui trouve maintenant une fenêtre de sortie plus précise parce qu'à la base ça pouvait peut-être encore sortir en 2021 mais en fait non, donc ça arrivera en 2022. Et c'est vrai que à l'oral je ne peux pas trop en parler, mais il faut savoir que donc We Live c'est une première mini-série qui sert vraiment en fait de prologue si tu veux au récit que les frères Miranda ont en tête, puisque il y a quand même un énorme changement de paradigme à la conclusion, vraiment sur le dernier numéro de We Live. Donc bien entendu, je ne vais pas le spoiler dans ce podcast, mais c'est aussi pour vous rappeler que le titre fera partie des premières arrivées en 2022 en VF chez l'éditeur 404 Comics. Et donc, voilà, il y a une suite qui est en préparation. Et honnêtement, quand vous aurez lu ce premier tome, parce qu'on vous le conseillerait, en tout cas moi je vous le conseillerais, je pense que Corentin, je ne sais pas si c'est sa cam, mais on verra bien. Ce sera ça, je pense, ce sera ta cam quand même. Surtout désastre écologique, influence Miyazaki. Voilà, c'est ça. Non, mais tu verras que la direction que ça prend, c'est assez surprenant au final, quoi, quand tu t'y attends pas. Et donc voilà, donc la suite arrive, donc j'imagine qu'il y aura à minima aussi un tome 2 déjà à préparer chez 404 Comics. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que c'est vraiment alors Aftershock qui a pas connu finalement forcément le même succès que ces dernières années, que Boom Studios par exemple qui explose, que même Vault qui se fait un petit succès d'estime aussi, je trouve. Aftershock continue de publier, continue de proposer des trucs. Il y a quand même des choses qui étaient vachement intéressantes, comme Jimmy's Bastards par exemple de Garth Ennis. Kiloman aussi de Philip Kennedy Johnson et Startiz, dont je me rappelle plus le nom, qui est un super roman graphique qui est difficile à trouver par contre, hein. J'ai galéré personnellement sur un mec qui fait de la MMA et qui se trouve être gay, etc. Enfin, c'est une sorte de Rocky, une sorte de Apollo Creed grosso modo, mais version LGBT avec la MMA. Pour le coup c'est génial. Je m'étonne d'ailleurs que ce soit pas édité en France parce que c'est typiquement le genre de bouquin qui pourrait parler aux fans de baston qu'on a ici. Ils font aussi beaucoup de séries avec Cullen Bunn qui fait beaucoup d'horreur chez eux. Bon, tout n'est pas bon, mais il y a toujours 1 sur 3 qui est grosso modo vraiment intéressant. Et effectivement, c'est vrai que cette boîte-là, qui devait être une sorte de contre-Image Comics, en mode nous on arrive sur le marché, on est prêt à aller chercher Hollywood, etc. Finalement, ils font quasiment que de l'édition et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas trop mal, quoi. Ouais, c'est en attendant de voir s'ils arrivent à trouver effectivement des contrats pour faire pour avoir des adaptations, mais en attendant, ils ont le mérite d'exister. Ils ont fait quand même. Alors c'est vrai qu'en VF, ça avait pu trouver son chemin d'abord avec Snorgle, qui avait commencé à les éditer, qui avait fait notamment le Insect, mais aussi Animosity et Jimmy's Bastards. Et Jimmy's Bastards après. Après, il y a eu d'autres titres. Hein, vraiment, il y en a vraiment eu pas mal en tout. Mais ce que je voulais dire. Ça ne s'est pas poursuivi en fait. Là, Snorgle, maintenant ils ont beaucoup réduit, ils continuent Animosity quand même, parce que c'est quand même le truc qui a
3 ou 4 tomes maintenant en VF, mais tu vois, ils avaient aussi commencé à faire le Baby Teeth de Donny Cates, qui est pas mal, qui est pas son meilleur, mais qui était pas trop mal. Et voilà, après, Aftershock, c'était aussi, et ça c'est vraiment dommage que ça n'ait toujours pas trouvé de chemin en VF, parce que c'est eux qui ont fait Hot Lunch Special, donc de Elliot Rahal et Rory Fornes, qui, moi, à titre personnel, comment j'ai découvert Rory Fornes, vraiment. Et moi, Elliot Rahal. Ouais, voilà. Donc effectivement, on a parlé de Jimmy's Bastards qui lui est disponible. Ils ont fait Kaiju Score, dont on avait parlé aussi. Ça qui va arriver, je pense. Bah, je sais pas. C'est vraiment très bien. Donc ils ont vraiment Maniac of New York aussi. Tu vois, ils ont vraiment quelques titres qui sont vraiment super cool, mais qui ont du mal maintenant à se frayer un petit peu un chemin en VF. Donc vraiment, quand Willy veut arriver, on vous le redira, mais ce sera le moment de lui faire un très bel accueil, parce que vraiment, ça fait partie de leur meilleure production de cette année, sans aucun doute. Ensuite, qu'est-ce que je voulais aussi aborder avec toi, Corentin? Oui, je sais pas, moi. Un jeu de rôle chou qui arrive. Un jeu de rôle chou, effectivement, à soutenir sur Kickstarter. On va pas résumer à chaque fois ce qu'est chou. Moi, j'aime bien. À chaque fois que tu me fais le résumé, je me dis, putain, il faut que je lise ce truc. Ouais. Bon, donc c'est un monde dans lequel il y a il y a eu une grippe aviaire, en fait, littéralement, donc un virus qui transmettait d'abord par les animaux à plumes, les gallinacés, et qui a fini par rendre la viande de poulet dangereuse, contagieuse, pour la façon dont la maladie se répandait. Et il y a eu beaucoup de morts, à tel point que l'ONU a finalement décidé d'interdire la vente de poulet et l'élevage de poulet. Et comme on est un monde Franchement, tu peux même juste t'arrêter là, et je trouve que le pitch est mortel, tu vois. Je fais, ok, moi je suis vendu à partir de ce moment-là. Et comme on est un monde donc d'humains, évidemment, ça a incité les gens à trafiquer. Voilà, parce que tu trafiques tout ce qui est interdit, c'est comme ça. Voilà, si demain on interdisait le chocolat, il y aura un trafic de chocolat. On interdisait les télé, il y aura un trafic de bien télé. Sûr. C'est le principe. Et en l'occurrence, ce trafic-là a tellement pris d'importance qu'en fait, il y a eu une sorte de mafia gastronomique qui s'est instaurée, pour justement vendre à des milliardaires qui continuent de chercher du poulet, mais aussi des denrées rares qui ont été interdites. Simplement, voilà, comme il y a des réseaux sexuels, on va dire, pour fournir à des vieux dégueulasses des esclaves sexuels, il y a des réseaux de mafieux gastronomiques pour filer à des vieux dégueulasses de la bouffe stylée à clapper. Et il y a plein de monstres et plein de pouvoirs magiques qui émanent de la bouffe. L'humanité aurait évolué, grosso modo, pour qu'il y ait plein d'êtres humains avec des capacités un peu anormales, notamment le héros, Tony Chu, qui, quand il mange un aliment quel qu'il soit, que ce soit, je sais pas moi, une peluche de couverture ou un cheveu d'Arnaud Kikou, ce que vous voulez, il peut revivre l'existence passée de cet aliment. Ce qui fait que du coup, il est souvent obligé de manger des trucs un peu dégueulasses pour mener des enquêtes, parce que c'est un flic. Et c'est le scénario justement de ce jeu de rôle papier qui adapte en fait, avec les règles d'un autre jeu que je ne connais pas, un principe en fait où tu construis des scénarios basés justement dans l'univers de Chou, donc avec des chefs cuistots vénères, avec des mafieux gastronomiques vénères, avec des gens qui ont des pouvoirs magiques liés à la bouffe, et dans un monde grosso modo où la nourriture est l'enjeu principal de convoitise, de guerre, de baston, etc. Donc c'est plutôt cool, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment incorporé justement l'esprit absurde et taré en fait de la BD de Chou, de John Layman, puisque tu as des règles entières qui sont faites sur la description d'un aliment, la description de ton pouvoir par rapport à ça, ce qui correspond aussi au fait que la copine de Chou dans la BD est une meuf qui, elle écrit des critiques culinaires ouais, qui sont tellement bien écrites que quand tu la lis, t'as l'impression d'avoir mangé l'aliment pour de vrai, tu vois. Et du coup, c'est aussi une des règles du truc, c'est que justement, la façon dont tu décris, la façon dont tu conçois ton personnage, où tu imagines justement la matérialisation, grosso modo, orale de la gastronomie, te donne des points en plus, etc., etc. Alors, je vais pas vous résumer toutes les règles parce qu'elles sont assez longues. Ils ont vraiment fait un truc très, très bossé. Voilà, donc c'est un jeu qui joue avec des dés. Non, pas de blague, Arnaud, t'es sûr? Avec des dés. Voilà. Avec des dés de la compta, exactement. Exactement, avec des dés de la compta, voilà, qui sera le MJ, du coup. Donc le MJ va devoir se taper le livre de règles, construire des scénarios, etc. Et c'est plutôt cool parce que effectivement, l'univers est tellement absurde que tu te dis, mais il y a moyen de construire vraiment un truc énorme autour de ça. Même limite un jeu de plateau, tu vois, il y aurait moyen de se faire plaisir aussi. Là, pour le coup, ils ont pris le parti d'un jeu de rôle papier. Tu peux faire un jeu avec je pense que tu peux faire ta partie avec de la bouffe vraiment et ramener. Oui, complètement, bien sûr. Ça peut être même rigolo, tu vois. Justement, tu peux avoir des points en plus si tu ramènes un plat vraiment bizarre. Ouais, un truc dégueu et que l'autre tu dois le manger et tout ça. Ouais. Et c'est l'occasion de reparler un peu de Chou, puisque Chou quand même devait être adapté à plusieurs reprises, mais c'est trop compliqué, c'est trop absurde, c'est trop. Je pense que Hollywood peut pas comprendre ce qui marcherait dans Chou, même s'ils ont fait iZombie quelque part, qui est un plagiat avoué de Chou. Là, on se rappelle quand même que chez Delcourt, ils ont prévu de faire l'intégrale. T'as aussi le spin-off sur la sœur de Tony, qui arrive aussi, qui continue d'être publié. Et qui arrive en VF aussi. Et qui arrive en VF, bientôt, tout à fait. Il y avait aussi Outer Darkness Chou qui a été édité dans un volume qui compilait différentes histoires bonus, qui était super cool.
Donc une BD qui pour moi est pas du tout assez connue malheureusement, parce qu'aux États-Unis ça reste quand même un vrai phénomène. Hein. John Layman en parlait au bout des 10 ans, il disait c'est encore impressionnant parce que dès que moi, un mec vient me voir en convention, il me parle que de Chou. Et même dans les ventes d'albums de Image Comics, il est toujours resté assez stable, même au bout de 10 ans, c'est-à-dire qu'on le redécouvre encore aujourd'hui, etc. D'ailleurs, tu vas pouvoir bientôt le redécouvrir avec l'intégrale, Arnaud. Enfin, le découvrir avec l'intégrale. Carrément. Donc voilà, voir en plus qu'il y a un projet de jeu de rôle qui pourrait être un truc pour rentabiliser justement ce côté, je vais m'y mettre et en plus je pourrais jouer avec mes copains avec. Ça peut être une super façon, encore une fois, de prolonger l'espérance de vie de ce projet qui, je pense, mériterait une vraie putain de série d'animation ou même un jeu vidéo, très honnêtement, parce que le graphisme de Rob Guillory, on l'a déjà dit, il fait très plan de zombies, etc. Ouais, clairement. Tu peux très bien imaginer un jeu à la Telltale avec ça, vu qu'en plus c'est du polar. À mon avis, il y a vraiment moyen de bosser cette franchise qui est vraiment super cool, quoi, et unique en son genre. Ouais, je suis chaud, ultra chaud, méga chaud même. Voilà. Allez, on continue toujours du côté de l'indé. Alors juste pour faire un point sur l'arrivée en octobre des premiers titres de Scott Snyder chez Comixology Originals. On l'avait dit, hein, le bonhomme a signé un très gros contrat pour 8 titres qui avaient déjà été annoncés. Et donc, en fait, vous connaissez très certainement Linktober, donc qui vous propose de faire des dessins directement ancrés sur du papier, donc avec un dessin par jour en suivant une liste de thématiques. Et bien, Comixology, eux, et Scott Snyder, en grand égocentrique qu'il est, en fait, a annoncé le Scotttober, du coup. Et en fait, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que il assume pas. Il dit que c'est une idée de Comixology. Hein. Il dit, ils appellent ça Scotttober, c'est trop sympa et tout. Ouais. C'est complètement. T'as cramé ce que tu dis. C'est tellement Scott Snyderien, donc ça y a. Mais faut juste assumer d'avoir un ego aussi grand que celui de Raoult, hein, c'est tout. C'est pas grave. Ou de Mark Millar d'ailleurs. Voilà. Restons dans le comics. Mais du coup, voilà, il y a 3 titres qui démarrent directement sur le mois d'octobre. Donc à l'heure où on enregistre, le premier qui est We Have Demons est sorti. C'est le nouveau Scott Snyder et Greg Capullo qui grosso modo est un titre d'horreur qui imagine qu'à la création des temps, en fait, il y a 2 éléments principaux qui existaient, le lightest d'un côté et le heaviest de l'autre. Et donc, il y a toute une mythologie qui s'est basée dessus sur Terre, puisqu'en fait, donc, ces 2 éléments, le heaviest, qui est l'élément un peu des ténèbres, qui s'appelle aussi Horn pour la corne, parce que la corne du diable. Dark Knight, Death Metal. C'est complètement du death metal. Non, mais c'est complètement. Non, en vrai, c'est complètement death metal, mais en Creator Own, quoi. Puisqu'en fait, grosso modo, quand l'élément sombre est en contact avec vous, il vous transforme en démon. En tout cas, il fait ressortir les démons que tout le monde a. C'est pour ça que le titre s'appelle We Have Demons. Et donc, on suivra une fille d'un pasteur qui s'appelle Lamassu, qui en fait se rend compte que son père appartenait à une forme d'ordre ecclésiastique qui traquait sur Terre les traces du Horn et des personnes qui étaient infectées par cet élément. Et donc, elle va devoir prendre part, bien malgré elle, en fait, à cette aventure. Ouais, mais c'est ça me dit rien, hein, en plus. Ça ressemble à rien du tout de ce qu'on a déjà vu de Scott Snyder en général. Même de la BD 1D en général. Ouais. Non, c'est très original. Ouais. Je peux continuer super longtemps. J'ai des millions d'exemples. Ouais, mais la couverture de Capullo, elle est jolie. Oui, mais c'est joli. Là, moi, je demande à voir. Je demande à voir parce que le dernier travail de Capullo en Creator Own, c'était Reborn, c'était pas ouf. Donc là, voilà, c'est leur première création à tous les deux en Creator Own. Putain, j'ai complètement oublié Reborn. Bah oui, mais tout le monde a oublié Reborn. Il y a un film avec Chris McKay qui doit se faire, non? Chris McKay, le mec qui doit faire le film Nightwing d'abord. Je sais bien. Non, mais voilà, donc ensuite, cette semaine, le 12 octobre ou le 13, là, il y aura Clear qui sortira, qui est ça a l'air vachement bien. Ouais, qui a l'air cool, qui est le titre cyberpunk policier avec Francis Manapoul au dessin, qui là, en fait, emmène dans un futur relativement proche où, grosso modo, le métaverse est devenu un petit peu la réalité augmentée, c'est un peu devenu la norme. Tout le monde se balade, en fait, avec des skins, littéralement, en fait, comme dans Fortnite, tu vois, tu prends l'apparence que tu as envie de... Comme dans The Private Eye aussi. Ouais, tout à fait, ouais, carrément. Du coup, très original une fois de plus, hein. Mais et en fait, on suit donc un détective qui s'appelle Sam Jones qui enquête sur un meurtre, et en fait, lui, sa particularité dans ce monde où tout le monde en fait se cache dans le virtuel, en fait, justement, et toujours essaye de rester le plus souvent en mode clear, c'est-à-dire en mode sans réalité augmentée, pour réellement voir le monde tel qu'il est. Mais comme dans Clone avec Bruce Willis, qui est vraiment graphique d'ailleurs aussi au départ. Ouais. Moi, je suis là pour faire chier comme ça. Ouais, je vois ça. En plus, vraiment, je suis chaud parce que le synopsis est intéressant et
Mais graphiquement, ça Manapool, ça là-dessus, je pense que c'est très. Ça va déchirer. T'as vu les premières pages, c'est très joli, quoi. Et surtout, et pas surtout, mais aussi le 19 octobre, du coup, il y a aussi le titre d'horreur Night of the Ghoul, dessiné par Francesco Francavilla. Voilà. Qui parle d'un mec qui trouve une bobine d'un film d'horreur perdu qui aurait été brûlé dans les années 40 pendant la Seconde Guerre mondiale, lors de l'incendie d'un studio. Un film qui, a priori, était le plus grand film d'horreur de tous les temps. Il retrouve l'auteur dans un asile au milieu d'une forêt, enfin dans une maison de retraite au milieu de la forêt, et il y a une goule. Et voilà. Moi, j'avoue que le thème vieux film perdu, etc., ça me fait toujours triper. Je suis vraiment un Yankee, ce genre de conneries conspirationnistes. C'est un peu comme dans Utopia, la série, où il y a une BD qui te prévient du futur et tout. C'est comme The Ring, un peu aussi. Ou The Ring, ouais, ou même The Lot de Margaret Stoll qui est en train d'être développé aussi, où c'est pareil. Puis il y a un petit côté tournage horreur qui tourne mal. Avec l'auteur perdu, bon, il y a un côté Stephen King aussi, clairement, à la Misery, quoi. J'ai pas la ref là. Du coup. Misery, tu l'as pas? Tu sais, moi, Stephen King. Je suis pas du tout un connaisseur comme beaucoup de gens. Misery, en fait, c'est l'auteur en fait de romans d'horreur, enfin de romans à succès, qui est en fait qui a un accident et qui est récupéré après dans un chalet par une infirmière qui est la première fan de son travail. J'ai vu le film, ça. Et qui le séquestre en fait parce qu'il a tué son héroïne, tu vois, et lui pète les jambes, voilà, qu'il reste à la maison et tout. Et qu'il la fasse revivre dans ses. Ouais, ça je l'ai lu. Ouais, okay. Moi je l'ai vu, pardon. Autant pour moi. Ça me rappelle un peu ça aussi. Après, voilà, là l'intérêt principal de ces projets, ça reste Capullo, Manapool, Francavilla. Moi, j'avoue que j'ai un peu peur quand même que justement, je fais pas une comparaison gratuite avec Mark Millar, c'est que dans tous les cas, c'est des gens qui savent gérer un business et qui sont des vedettes de l'industrie, mais qui surtout savent s'entourer. Là, grosso modo, l'intérêt principal de Night of the Ghoul, à part si vous êtes un gros fan de ghouls, je sais pas si voilà, il y a peut-être des gangs de ghouls qui sont genre les ghouls ça tue, etc. Voilà, peut-être que ça vous intéresse pour ça, mais en tout cas l'artiste Francavilla, ça fait longtemps qu'il a plus fait d'intérieur, surtout sur du long terme. C'est-à-dire que la dernière fois ça devait être le. Ouais, mais là du coup là ça va être une mini-série, t'inquiète pas. Hein. Oui, mais ça reste mieux que d'habitude. C'est sûr, c'est toujours mieux que rien. À une époque, il était quand même productif. Genre il y avait Black Beetle qui était sorti et Moon Knight qui était sorti où il faisait un tiers des numéros. Et t'avais surtout Afterlife with Archie. Bon, voilà, là c'est pas sa faute a priori, ça s'est arrêté. Mais là pour le coup c'est vrai que le retrouver sur un vrai truc d'horreur en plus avec Snyder qui est quand même relativement fort en horreur, hein. C'est un mec qui pour le coup n'est pas très fort pour écrire des blockbusters très américains mais qui sait écrire de l'horreur. Pareil pour Clear ça peut être intéressant parce que Manapool. Et pour l'autre projet par contre j'avoue Capullo j'en peux plus. Les visages de Capullo pour moi c'est associé, c'est un côté PTSD, tu vois, c'est-à-dire que c'est associé à death metal maintenant, c'est associé à metal maintenant, et quand je vois du Capullo je pense directement à ces saloperies de BD nul. Et du coup, j'arrive plus à me motiver pour du Capullo. C'est un sentiment que je peux comprendre. Voilà. Mais je vais quand même Reborn, c'était pas très jojo. Non, mais Reborn, c'était nul de toute façon. Ouais. Franchement, c'était nul. Mais justement, puisqu'on parle de Reborn, on parle de Mark Millar. Et puisqu'on parle de Mark Millar, c'est le prochain sujet de cette émission. Puisque un second volume de Nemesis est en préparation pour 2022. Eh oui. Et ça, c'est cool, ça. Parce que Nemesis, c'était vachement bien. Non. C'est trop bien, Nemesis. Tu l'as lu, Nemesis? Mais oui, je l'ai lu. C'est vrai? C'est trop Vas-y, raconte-nous. J'adore. Non, je me rappelle plus, mais c'était trop bien. Tu l'as pas lu, en fait. Si, c'était le mec qui était T'as vu les couvertures, j'en suis sûr, mais non, je l'ai lu, mais c'est le super vilain, là, qui bute tout le monde, qui est ultra terroriste. Qui est ultra vénère. Ouais. Je me rappelle juste que c'était un très bon moment de défouraillage et que d'un point de vue cathartique, c'était une bonne dose d'ultra-violence et moi ça me plaisait, quoi. Moi je te conseille du coup de le relire parce que passer l'ultra-violence qui occupe effectivement 3 numéros, il y a malheureusement un numéro 4 qui est peut-être l'anticipation de Prodigy, tu sais, dans le côté je suis un génie mental et je te prévu depuis le début, en fait j'ai prévu ta vie, ta mort et ton futur, à tel point que c'est un peu rageant en fait, parce que quand tu lis le numéro t'as vraiment l'impression qu'on s'est foutu de ta gueule pendant 3 numéros et que voilà à la fin et que en fait, tu dis non ça ne peut pas marcher en fait, c'est pas cohérent du tout. Je vais pas spoiler parce que il y a sûrement des gens qui vont vouloir le découvrir quand le film va arriver, et justement il est probable que d'ailleurs Millar qui avait longtemps évoqué la suite de Nemesis, notamment à l'époque où le film était en projet, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que le film est en projet, lorsque le film a été mis en jachère il a probablement dû se dire bon c'est plus intéressant de faire la suite parce que justement moi j'écris quand même majoritairement pour nourrir mon imaginaire, enfin mon univers au ciné. Là précisément le projet a été remis sur les rails. Emerald Fennell, la scénariste de Promising Young Woman, a été embauchée pour écrire une nouvelle version du script qui d'ailleurs je pense va gender swapper le personnage de Nemesis. C'était notre théorie, ouais. Voilà, et à mon avis dans la BD pareil il est pas impossible que dans le tome 2 soit pas le même Nemesis mais une Nemesis, non ça c'est en plus je suis en train de me dire qu'on dit bien une Nemesis en français et pas un Nemesis. Mais voilà, donc pour résumer, comme tu l'as dit Arnaud, c'est un super terroriste, donc c'est un personnage qui, par des fameux
Parce que Mark Millar a un peu inventé, tu sais, le pitch marketing, tu sais, c'est le mélange de machin et de machin. Là, grosso modo, c'est le mélange de Batman et de la chute de la Maison Blanche, on va dire. Puisque c'est un super terroriste qui s'habille comme Batman, à l'exception qu'il n'a pas les petites cornes, et qui a l'intelligence et la machiavélité du Joker. Voilà, c'est un Batman méchant. Il est riche, il est intelligent, il est tactique, il est cool, et il sait combattre à main nue. Donc ça donne de très belles scènes de combat par Steve McNiven. Et il affronte une sorte de Viggo Mortensen / Ed Harris, qui est un agent du président, très doué, qui va être le seul mec qui va lui opposer une vraie résistance, dans un plot politique très américain, très patriotique, à base de le président c'est le gentil, le terroriste c'est le méchant, il faut protéger nos chers politiciens, etc. Donc c'est tout un genre en fait de fiction américaine, voilà, qui passe par les machins Has Fallen, Olympus Has Fallen, Oui Oui Has Fallen, Martina la plage Has Fallen, etc. Et aussi tout ce côté vraiment Clint Eastwoodien, on va dire, avec le héros qui justement est un vétéran de guerre avec un flingue, qui a une famille, etc., qui est bien blanc, avec des petites tempes grises et compagnie. Bon, la BD était effectivement considérée comme l'un des pires boulots de Mark Millar en indé. Degré ou de force, c'est pas moi qui décide, hein, voilà, c'est regarder juste les listings. Et la suite arrive, c'est peut-être l'occasion justement de redresser un peu la barre, parce que c'est vrai que quand tu vois Nemesis, t'as envie d'aimer cette BD. Un Batman tout en blanc, méchant, avec des flingues, forcément, c'est attrayant. Le personnage est super cool. Maintenant, il manque qu'un vrai scénario pour habiller tout ça. Et peut-être que maintenant que justement, il y a une direction qui va être donnée par Netflix, parce qu'on va pas se mentir, Millar, maintenant, il écrit plus tout seul. Hein, il écrit avec des gens qui sont les algorithmeurs de Netflix. Il faut plus ça, il faut plus ci. Il serait bien si les adolescents vampires, ils portaient des masques de luchador, parce que les gens, ils aiment bien les masques de luchador. On a un algorithme qui le confirme. Là, pour le coup, ça va probablement être peut-être Nemesis en masque de luchador, je ne sais pas, mais probablement être un projet plus collectif. Parce que je vois mal Paris Netflix autoriser les scènes de violence qui sont dans Nemesis 1. Dans Nemesis 1, il y a vraiment des trucs qui sont gratos pour être gratos, qui sont edgy pour être edgy, qui sont violents, parce que à l'époque, il avait beaucoup misé sur la violence de Kick-Ass. C'est qui était une BD quand même beaucoup plus violente que le film, hein, déjà. Il s'était dit, genre, les gens, ils veulent du violent parce que c'est cool, parce que c'est cathartique par rapport aux super-héros mainstream. Là, je pense pas, vu que c'est Netflix, qu'il y aura le même niveau de violence, en tout cas dans le film, mais ça peut être intéressant. Et si effectivement il part sur une direction, mettons s'il fait comme avec Kick-Ass, tu vois, qu'il avait coécrit avec Matthew Vaughn pour le film, et que Matthew Vaughn avait eu un input aussi à donner dans le comics, peut-être que s'il écrit Nemesis avec Emerald Fennell, qui a quand même été oscarisé pour son script pour Missing Young Woman, et qu'elle lui donne des directions en mode genre, voilà, on va faire un truc, on va faire une super méchante qui va combattre le patriarcat, mais avec des méthodes de terroriste. Tu vois, pourquoi pas. Ça peut dresser un vrai propos. Je crois qu'on a de meilleures idées que Mark Millar. Hein. Mais oui, mais comme souvent. Mais appelez-moi. Je faire du consulting. C'est vrai qu'on est très bon critique finalement, tu vois. On voit comment la BD aurait pu être mieux faite. Mais tu sais, c'est comme le mème de la platine vinyle où il y a écrit Broken but could be fun to fix. Tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais voilà, je pense que par contre, c'est pas idiot de se dire qu'effectivement, si Fennell a vraiment signé avec Netflix, il y aura des Writers Room pour Nemesis 2, qui actuellement est en train d'être validé chez Netflix. Moi, franchement, je serais plus intéressé que de ramener le vilain du 1, qui est censé être mort, mais pas mort, parce que c'était pas lui depuis le début, etc. Flemmasse un peu, quand même. Ouais. Voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Arnaud? Bon, toi qui as lu Nemesis, justement. Ouais, mais mon souvenir est trop diffus. Par contre, je maintiens que les idées qu'on a pour qu'est-ce que peut être ce Nemesis film ou ce Nemesis volume 2, moi je maintiens, quoi. C'est une bonne idée à anticiper. Mais c'est intéressant d'avoir derrière, je fais une petite parenthèse, que Mark Millar, justement, commence enfin à donner suite à ses projets. Il y a Chrononauts 2, Magic Order 2, American Jesus 2, et Nemesis 2 qui tombent comme ça en moins de 3-4 ans. Alors qu'à une époque, justement, c'était un mec qui, j'ai envie de dire, il chiait de la mini-série, vraiment automatique, jetable et tout. Alors, pour l'instant, si on juge par Chrononauts 2, c'est pas encore là qu'il va trouver l'inspiration de pousser Jupiter's Legacy et Requiem, c'est pas trop mal. Hein. Non, mais Jupiter's Legacy, c'est vraiment pour moi très à part. Hein. C'est son meilleur univers depuis bien 10-15 ans. Avec Starlight, quand même, non? Mais peut-être que justement, s'il commence à anticiper qu'il y aura des suites pour ces BD, il arrêtera ce format de mini-série jetable qui sera un scénario d'1h30 compilé dans 4 numéros. Et typiquement, ce serait le moment où il pourrait refaire enfin de la BD de long terme. Ça, j'y crois absolument pas, par contre. Non, mais en tome, tu vois, tome 1, tome 2, tome 3, tu vois, comme pour Kick-Ass, quelque part. À mon avis, il y a peut-être une valeur à trouver à ça, en espérant justement que ce soit d'un meilleur niveau que American Jesus 2 ou
Magic Order 2, j'attends de voir quand même si... Sortie Malin, ça va être sympa, je pense quand même. Parce que tu vois, il a quand même prévu 5 volumes. Ouais. Donc il sera obligé d'aller plus loin à un moment donné que juste comparo familial dans un monde de sorciers qui se tirent dessus avec des baguettes, tu vois, parce que ça, tu vas très vite en faire le tour en vérité. Ouais. Allez, on continue avec 2 énormes annonces, du coup, pour terminer en beauté cette partie comics indé. D'un côté, Kurt Busiek qui fait vraiment son méga retour en 2022 chez Image Comics avec le retour de Arrow Smith, le retour de Astro City, une nouvelle série qu'il va coécrire avec Fabian Nicieza qui s'appelle Free Agents. Corentin et The Autumnland aussi qui revient également. C'est lourd. Là, c'est Busiek qui revient à fond les ballons, si tu me permets cette expression désuète. Non, j'aime bien moi, à fond les ballons. À fond les bananes. Donc pour résumer, oui, comme tu l'as dit, Kurt Busiek. Alors c'est cool parce que ça fait quand même quelques années qu'il est bien revenu, Kurt Busiek. Enfin après, est-ce qu'il est vraiment déjà parti? C'est une autre question. Moi je pense qu'il y a quand même un creux au début des années 2010, mais là, il a fait beaucoup de Marvel récemment. On en a parlé à plusieurs reprises, la fameuse relance des Marvels, avec les snapshots, avec le Merveille de Ross où il participait aussi, avec la grosse série The Marvels, tout à fait. Il a fait un peu de Batman avec John Paul Leon, on en a déjà parlé, pour un truc qui rappelle que Kurt Busiek est indémodable et que son écriture est tellement unique et tellement humaine et tellement parfaite que tu peux pas en fait le remplacer, tu peux pas l'oublier non plus. Là il revient donc avec principalement, moi ce qui m'intéresse le plus c'est forcément Astro City. Je suis un peu moins fan de Arrow Smith, j'avoue. Autumnland j'ai pas lu. Mais donc Astro City qui est... lui quand il le présente grosso modo il dit simplement qu'il voulait faire du super-héros autrement. C'est-à-dire quand il est arrivé dans les années 90, le format de récit de super-héros était quand même assez restreint, c'était beaucoup du polar, beaucoup de l'action, beaucoup de l'aventure, un peu de romance, etc. Et lui, ce qui l'a toujours intéressé, c'est de ramener un point de vue plus humain, un point de vue plus biographique, un point de vue plus réel dans la fiction costumée, et c'est toujours ce qu'il a essayé de faire avec Identité secrète pour Superman ou Créature de la nuit pour Batman. Mais Astro City, c'est ça à une plus grande échelle, c'est-à-dire qu'on voit pas forcément que les super-héros, on voit même beaucoup plus les à côté, les collègues, les urbains normaux, les citoyens, les citadins qui arpentent une ville de super-héros inspirée par DC Comics majoritairement, et aussi la vie des super-héros en dehors des cases, en dehors de l'action, etc. Qui est considéré comme un chef-d'œuvre, qui je crois a gagné quelques Eisner Awards, enfin c'est la meilleure BD de Busiek selon beaucoup de gens, et c'est une très longue saga anthologique qui se renouvelle constamment puisqu'elle prend toujours un point de vue différent, qui aborde les grandes transitions dans l'imaginaire des super-héros depuis l'âge d'or jusqu'à l'âge moderne, entre guillemets, avec des covers de Alex Ross en général, donc ça revient, c'est une très bonne nouvelle. Arrow Smith, c'est plus une sorte de monde qui imagine que la magie et les sorciers et les vampires et les loups-garous, etc., qui sont généralement des créatures qu'on prête à un monde plus ancien, qui serait justement le Moyen-Âge, puis le monde post-Renaissance dans la ruralité. Là, en l'occurrence, ce serait de dire que ces créatures-là et ces us-là n'auraient pas disparu avec la première révolution industrielle, et de raconter la Première Guerre mondiale, majoritairement, avec des dragons, avec des lanceurs de sorts, avec des poisons, des enchanteurs, etc., et puis des monstres. Donc un monde d'Uchronie très intéressant, très ludique. Autumnlands, encore une fois, je ne connais pas cette BD, malheureusement, je ne peux pas non plus tout connaître, mais c'est quand même du coup des gros projets de la bibliographie indé de Kurt Busiek qui reviennent chez Image Comics, alors que justement ça avait été l'un des premiers auteurs à avoir été invité entre guillemets officiellement par les créateurs d'Image Comics, parce qu'au départ quand McFarlane, Portaccio, Valentino, Jim Lee, Rob Liefeld et Marc Silvestri fondent Image Comics, ils le fondent pour eux. Ils créent leurs séries, leurs univers, et peu à peu, ils commencent à accueillir de nouveaux créateurs, parmi lesquels Sam Kief, parmi lesquels Kurt Busiek. Puis après ça, Kurt Busiek avait été ravalé par Wildstorm quand justement Wildstorm avait été racheté par DC Comics, ce qui fait que Vertigo a été la maison d'accueil de beaucoup de ses projets pendant 10-15 ans, et là il revient chez Image, donc c'est le retour à la maison, c'est le retour du roi, etc. C'est super cool, symboliquement c'est hyper fort. Image commence déjà à rééditer quasiment tous ses travaux, et en numérique et aussi en papier, ça va arriver. Donc voilà, si vous aimez Kurt Busiek, si vous vous intéressez à ce qu'il a fait en dehors des héros mainstream, et on le rappelle, la qualité est plus souvent en indé qu'en mainstream pour les auteurs comme ça qui n'ont pas envie de se limiter à un éditorial un peu sec, il faut y aller, quoi. Intéressez-vous-y, et en espérant que ça finira par arriver en France, parce que je trouve qu'on a un vrai déficit d'Astro City. Alors Astro City, ouais, c'est catastrophique, hein. On a eu justement, c'est pareil en termes d'édition précédente, ça remonte à beaucoup trop longtemps. Panini avait sorti deux ou trois albums, et peut-être qu'avant il y avait, je sais plus si c'était Semic ou autre chose qui avait essayé, mais alors c'est famélique, hein, l'édition française, c'est terrible en fait.
Donc il y a un vrai manque, hein, ça clairement. Espérons que ce manque soit comblé. Ouais, c'est ça. T'as un tome chez Semic. Alors attends, là t'as 1, 2, 3 albums. 3 albums chez Semic et 2 chez Panini. Voilà. Ce qui est paradoxal, c'est que après il y a énormément de trucs à traduire. Hein. Pour le coup, il y a beaucoup. Ah oui, mais je suis certain qu'il y a des gens très motivés pour traduire tout ça. Hein. Non, mais je veux dire que tu peux pas juste te lancer là-dedans en disant je vais faire un tome puis on verra bien. Si tu veux faire Astro City en complet, ça demande vraiment des très gros bébés. Déjà, tu fais des gros tomes en fait. Et précisément, c'est rigolo parce qu'on voit qu'Urban Comics a traduit Identité secrète et Créature de la nuit, même 2 éditions dès le lancement de Créature de la nuit en noir et blanc et en normal. Je sais pas si ça a pris, mais en tout cas, on sait qu'Urban aime beaucoup Kurt Busiek. De toute façon, l'industrie en général aime Kurt Busiek parce que c'est un mec qui a fait beaucoup trop de choses bien. Même justement, là, Panini édite quasiment tout ce qui se fait sur la renaissance de Marvel. Je crois que The Autumn n'a pas trop marché chez Glénat, par contre. Mais... Ouais, non, mais ça, le problème, c'est que les gens ont du mal à se convertir entre la lecture de trucs aussi gros que Marvels, qui en plus déjà pas forcément un succès phénoménal d'édition, vers la lecture indé. Mais Astro City, comme c'est justement du super-héros, c'est peut-être le plus facile à mettre entre les mains des gens. Même... En vrai, Arrowsmith, ça parlerait plus, je pense, aux Européens qu'aux Américains, puisque c'est la Première Guerre mondiale, parce que c'est l'histoire de la France, de la Prusse. Ce que je raconte, c'est chez Urban Indies, en plus, du Royaume-Uni, etc. Bref. Voilà. Pardon, non, j'ai fait une grosse erreur. Non, je sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est la couverture blanche de mémoire qui m'a frappé, enfin qui m'a induit en erreur. Non, The Autumnland, c'est sorti chez Urban aussi, mais il y a eu qu'un seul tome en 2016. C'est dommage parce que après c'est vrai que je ne l'ai pas lu non plus, mais c'est Kurt Busiek et au dessin c'est Benjamin Dewey qui a aussi fait pas mal des trucs avec les animaux chez Dark Horse là que j'adore. Les bêtes de somme. Ouais, bêtes de somme, voilà, qui est aussi sur les bêtes de somme, et enfin le mec après c'est aussi un titre animalier avec des héros à apparence animalière, donc c'est vraiment aussi un truc qui m'intéresse de ouf, et faut que j'aille rattraper ce retard. Mais a priori voilà, c'est eu un tome en 2016 et qu'il n'y a pas eu la suite, c'est que ça n'a pas forcément très bien fonctionné, ou alors peut-être qu'il y avait que l'équivalent d'un tome publié, mais je ne crois pas. Enfin bref, tout ça pour dire que ça fait plaisir, mais est-ce que ça fait autant plaisir que la méga annonce du week-end de la New York Comic Con, qui est quand même le retour de Saga de Brian K. Vaughan et Fiona Staples, avec quasiment 4 ans d'attente, hein, finalement, entre le dernier numéro, donc le numéro 54 qui était publié en 2018, et donc le retour qui se fera en janvier 2022, donc c'est pas 4 ans complets, 3 ans et demi. Mais 3 ans et demi quand même, techniquement, et puis par contre juste en termes d'années, 40 mois 2018-2022, ça fait bien 4 ans. Donc un numéro 55 qui arrivera en janvier, le 26 janvier 2022, avec la même équipe créative, un numéro à double pagination pour le coup, hein, ce sera 44 pages, et pourtant toujours cadencé à $2,99, et Brian Kevon a dit que tant qu'ils peuvent le faire, ils maintiendront ce prix à $2,99. Voilà. Ce qui nous rappelle pourquoi Brian K. Vaughan est le meilleur mec de l'industrie et le pape des comics mondiaux. Pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas commencé Saga, peut-être y en a-t-il. C'est l'histoire d'un couple alien, en fait, de 2 races qui sont en guerre depuis très longtemps, qui, au début de la saga, familiale, parce que saga, c'est pas juste en mode c'est une saga, etc. C'est, au départ, le terme justement désigne les histoires familiales sur plusieurs générations. C'est ça en fait que veut dire le mot saga. C'est pour ça qu'on dit la saga Star Wars, la saga du parrain, etc. Une trilogie de films sur le même héros n'est pas une saga, par exemple, c'est bon de le savoir. En l'occurrence, après ils vont du coup devoir échapper à la dictature et à leur peuple et traverser l'univers avec une petite troupe d'alliés, on va dire, parmi lesquels un homme qui a une tête de téléviseur et qui aime bien baiser. Et si ça vous convainc pas, ça déjà, je ne sais plus quoi dire. Je vais pas en dire plus parce que très honnêtement, déjà il faut lire Saga, ça vous fera du bien au cerveau et aux yeux. C'est peut-être la meilleure série indé, pas forcément de tous les temps, mais en tout cas c'est l'une des plus cotées. C'est la série indé qui a gagné le plus d'Eisner Award depuis sa création. C'est la série indé qui a amorcé un vrai renversement dans l'industrie au point justement de motiver beaucoup de scénaristes et d'artistes à aller vers Image Comics. C'est le projet qu'a le plus défendu Eric Stephenson de son côté, quand il a justement voulu recréer une sorte de Vertigo au sein d'un Image Comics qui était encore un peu chancelant au niveau des ventes, etc. Brian K. Vaughan, c'est peut-être pareil, l'un des plus grands scénaristes actuels, avec Brubaker, Remender, avec quelques autres noms comme ça, mais il a été un peu plus rare récemment. Après, je sais pas qui revient, c'est génial, mais il a fait en 10 ans Barrier, Private Eye, Paper Girls et Saga, et généralement tout ça est très bon, tout ça est Eisnerisé. C'est là qu'il est vraiment très fort. Là, le retour effectivement fait plaisir parce que
Il s'était arrêté à mi-parcours, parce que Saga ne fera que 108 numéros. Bon, que c'est déjà très bien pour une série Image Comics, surtout vu le nombre de séries en régulier qui nous restent actuellement. Il s'était arrêté donc pile à la moitié au 54. Là, on revient au 55, et ça veut dire que pendant quelques années, on va vivre du coup les dernières années de Saga, en sachant que à côté de ça, Brian Kevogan commence à être adapté, à la fois par Amazon avec Paper Girls, par je sais plus quel studio, Legendary avec Ex Machina, enfin The Great Machine Ex Machina avec Oscar Isaac de Ex Machina, et un autre projet. Enfin voilà, il est un peu partout en ce moment, donc il n'est pas impossible que Saga finisse aussi par intéresser Hollywood. Ce serait assez logique, même si c'est pas le budget que demande Paper Girls. Encore que Paper Girls, ça demande aussi beaucoup de budget. Donc voilà, que dire, on est très content, on est ravis, vivement le prochain tome chez Urban. Et vivement que Brian Kevogan aussi commence à créer de nouveaux projets, parce que jusqu'ici, c'est quand même l'un des mecs les plus fiables et les plus talentueux du comics moderne. Ouais, c'est ça. Puis faut espérer. Alors si ça reprend en janvier avec les 6 numéros à sortir, tout ça, ce sera sûrement en deuxième moitié de 2022, du coup, chez Urban, quoi. Donc clairement, et du coup, c'est vrai qu'à l'époque sur Comics Blog, on avait fait le podcast spécial sur les indés qui s'appelait En attendant Saga. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu, on l'a pas continué en faisant First Print, parce qu'on est passé sur Back Issues et Back Issues indé pour voilà. De toute façon, on continue de vous parler de comics indés dans tous les cas. Et puis on va pouvoir parler de Saga. 3 ans et demi d'attente, effectivement. Ouais. Toi, en plus, tu t'étais arrêté au tome. Quel tome déjà, Arnaud? Ouais, exactement, celui-là. C'est pour cela. Donc, effectivement, il faut. Je vais rien dire. Il faut que non, mais les gens savent, en fait. C'est ça. Il faut surtout que je finisse, parce que j'ai pas fini avec le cliffhanger du numéro 54. Donc, je n'ai pas compris pourquoi les gens, en fait, ont tellement aussi attendu, mais je sais, pas ce qui se passe, mais je sais que c'est un cliffhanger assez dur, et que du coup, l'attente a dû être très, très, très longue pour les gens qui suivaient ça de façon mensuelle. Enfin, honnêtement, vraiment, sans blague. Lisez Saga, en fait. Parce que je sais que c'est peut-être un truc qui est commun à dire, mais oui, c'est la meilleure BD indé pour les fans de Space Up. C'est une ode, justement, à l'ouverture d'esprit, même à la pansexualité, quelque part. À la paix, à la famille, pas la pansexualité. Moi, non, mais ça, c'est moi, la lecture que j'ai dessus, mais il y a plein de gens qui lisent au premier degré en mode genre, c'est juste une super histoire de SF, comme on en fait que trop rarement maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la SF, c'est beaucoup des franchises, c'est Star Trek, c'est Star Wars, c'est quelques autres petites séries par-ci par-là, The Expanse et tout. Il y a plein de trucs vraiment extraordinaires, mais Saga, ça rentre dans le top des univers de science-fiction qui ont été créés depuis 10 ans. Et honnêtement, je pense pas dire de conneries en disant que tous ceux qui l'ont lu sont sortis quand même assez satisfaits, au moins. Et encore une fois, juste regarder les accolades sur Wikipédia de Saga. Il n'y a aucune série qui a gagné autant de prix depuis sa publication. Ouais. C'est tout. C'est vrai que c'était pendant des années à la suite où ça vraiment restait Eisner. Tu dois avoir que Usagi Yojimbo qui a autant d'Eisner que Saga, et c'est impressionnant quand même. Allez, on continue. Et du coup, aussi, du coup, s'il y a un tome qui paraît l'année prochaine, j'ai envie de dire, très chers amis d'Urban, vous invitez Brian Kevogan et Fiona Staples pour Angoulême 2023. Ils l'ont déjà invité pour Paper Girls tome 1. Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, c'est ça. Mais voilà, mais refaites-les venir pour Angoulême 2023, un petit fauve d'or pour la nouvelle série, même si c'est pas une nouvelle série, je sais pas. Mais allez, on se fait plaisir, hein. On fait un gros truc Saga pour l'année prochaine. On continue, on a terminé la partie comics, on va faire des petites parties sur les... Attends, excuse-moi, je te coupe, mais je suis en train de me dire qu'on n'a jamais fait un podcast sur Brian Kevogan. Mais tu sais, genre comme Bory Mender, on n'a jamais fait ça, en fait. Non, c'est peut-être moyen de moyenner, avec le retour de Saga. Ouais, d'ici là, ça devrait le faire. Allez, je me note ça. Ensuite, donc je disais, la partie télévision, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas énormément de choses ultra incroyables qui se sont présentées à nous. Quand même, une bande-annonce pour Lock and Key saison 2. Toi qui n'as pas regardé la saison 1, t'es toujours aussi enthousiaste à l'idée de ne pas regarder la saison 2? Mais je vais pas la regarder, mais... Non, mais je trouve que... Mais tu vois, c'est que la BA de la saison 1 m'avait intéressé aussi. Enfin, je crois que c'était plutôt bien produit et tout. Là, quelque part, c'est pareil. Mais je connais un peu quand même, tu vois, l'univers de Lock and Key. Donc je vois à quoi ça fait référence et tout. Genre le personnage de Dodge, la famille, Locke, les différentes clés, je comprends un peu le délire. Je trouve que la bande-annonce, elle est plutôt convaincante, mais le problème, c'est que moi, je sais ce qu'il y a derrière, en fait. Et que vu que l'équipe créative n'a pas changé a priori, il n'y a pas de raison que je m'y mette. Et le fait est que je suis pas non plus un grand passionné de la BD, le fait que, oui, effectivement, je vais probablement pas regarder la saison 2 non plus. Après, voilà, pour celles et ceux qui ont aimé la saison 1, déjà, vous avez une ouverture d'esprit de ouf, ça c'est beau. Moi j'ai pas le temps, parce qu'il y a déjà tellement de séries bien que j'ai pas le temps de regarder. Tu vois, j'ai même pas voulu regarder Squid Game, par exemple, parce que j'ai vu tellement de gens en parler, je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de s'intéresser à un truc populaire.
Au final, même ça, j'ai pas le temps de m'y mettre. Donc, tu penses bien que Lock and Key, qui est déjà un truc sur lequel beaucoup de gens ont chié pour la première saison, je vais pas m'y mettre pour la 2, non. Ouais. Yes. Et toi, Arnaud? Bah moi, je suis toujours décontenancé parce que moi, je vais devoir quand même regarder pour pouvoir bitcher dessus en connaissance de cause. Et puis ça fera toujours l'occasion d'inviter Splinter pour faire un podcast sur une série Netflix. En fait, t'aimes bien ça, en fait. Bah, du coup, du hate-watching, c'est pas du... Non, c'est pas du hate-watching parce que j'essaie quand même de rester très factuel en fait dans mon approche de la chose. C'est-à-dire, je vais pas détester juste pour le plaisir de détester, tu vois, juste pour dire que c'est nul. C'est-à-dire que je vais quand même ensuite argumenter de pourquoi est-ce que c'est... ou peut-être pourquoi il y aura une amélioration, pourquoi cette saison 2 va vraiment partir en dehors de ce que la BD a pu faire. Là, donc l'excellente BD de Joe Hill et Gabriel Rodriguez a retrouvé par ailleurs... Non, mais si, c'est excellent. Ça aussi était Eisnerisé, ce genre de choses. Donc, oui, mais bon. Voilà. C'est le manga Old Boy a été Eisnerisé. Ouais, mais ça, c'est une anomalie. c'est une anomalie, clairement, je le comprends pas, mais voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, par ailleurs, que vous pouvez découvrir dans une intégrale complète maintenant chez iComics, c'est tout ça qui est vraiment en plus très, 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 très joliment fait. Donc, on vous le recommande si vous l'avez toujours pas. Ce sera toujours un meilleur investissement de votre argent et de votre temps que la série Netflix, en tout cas par rapport à ce que la saison 1 a pu nous donner. Mais là, vraiment, il part dans une direction qui se démarque très nettement des comics. Avec Dodge du coup qui toujours veut récupérer la couronne des ombres, enfin veut apposer sa main sur cette autre dimension pourtant cachée et va en fait a priori pousser la fratrie Locke à construire, enfin à forger une nouvelle clé. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça va faire. Ça part aussi dans des directions avec là, des hommes sans visage, des vampires et des araignées géantes. Donc ça vraiment ça part très très loin. Ah oui, c'est vrai, si vous regardez la bande-annonce, faites gaffe si vous êtes arachnophobe parce que il y a de la grosse patoune velue. Voilà. Donc, je suis curieux. Après, j'ai toujours peur que ça reste dans cette espèce de... C'est-à-dire, ça fera pas plus peur que Harry Potter et la Chambre des Secrets, tu vois ce que je veux dire? Mais pour beaucoup, justement, d'arachnophobes, c'est déjà une étape... Oui, mais bon, c'est un trauma de jeunesse pour beaucoup de gens. Oui, mais c'est... Oui, certes. Mais je dis pas, attends, il faut pas juger les phobies des autres. Hein. Non, moi, j'aime pas les requins, par exemple. Oui, mais je les juge pas. Ça me gêne beaucoup pour Harley Quinn, d'ailleurs, parce que... Franchement, qui me fait flipper le King Shark d'Harley Quinn, frère. Putain, mais soignez vos névroses, quoi. J'aime pas les requins, putain. Mais It's Jeff. Soigne-toi, je sais pas, fais le travail. Oui, d'accord. Et donc voilà, donc je suis vraiment pas confiant, mais je vais rester quand même curieux de voir. J'essaie d'avoir l'approche de bon, qu'est-ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'ils ont pas pris, qu'est-ce qu'ils ont gardé, qu'est-ce qu'ils ont pas gardé. Par contre, il y a des choses qui, à mon avis, ne vont pas changer. C'est-à-dire que la production, elle va pas, à mon avis, ça va pas gagner en qualité parce que ils ont pas, Netflix ne fait pas d'efforts. En fait, ils restent à un niveau constant en général. Et surtout, par contre, parce que un vrai problème que j'avais avec Lock and Key, c'était les acteurs qui jouaient mal, tous. Umbrella Academy saison 2, c'était quand même mieux que là. C'est vrai, mais c'est pas à cause du scénario. La production value était, somme toute, assez... Ils avaient pas amélioré non plus énormément de choses, tu vois. C'était, je veux dire, moi, j'avais jamais de problème non plus avec la production sur la saison 1. Moi, c'était l'histoire qui me saoulait. Tu vois. Je crois que la saison 1 c'est quand même un peu plus cheap à mon sens. Mais... Ouais, bah faut voir, mais oui, peut-être que si, il y aura peut-être des améliorations s'ils ont eu plus de budget face au succès, tout ça, bien entendu. Alors s'ils ont lu les BD entre temps. Ou s'ils ont lu les BD. Ça, c'est. Tu sais que parfois les gens lisent les BD mais ils s'en foutent. Hein, tu sais. Oui, c'est possible. Il y a un mec qui s'appelle Andy Serkis, je peux te garantir qu'il a lu des BD, il en a rien à foutre. Et donc. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, on verra bien. On verra bien. Je suis vraiment pas confiant, mais je ne demande qu'à être surpris et que limite de nul, ça devienne à juste moyen et ce sera déjà une bonne chose. Pour moi, de toute façon, pour moi, maintenant, avec certaines de ces adaptations, moi, la seule chose dont j'ai envie, c'est juste que ça donne envie à des gens de lire les BD qui sont vachement mieux et ce sera cool si ça permet de faire vendre des BD. C'est tout ce qui m'importe. Du coup, autre news très particulière, on est dans le domaine de la web-série avec l'annonce d'une adaptation très rapide du webtoon Batman Wayne Family Adventures, qui est donc la première collaboration entre DC Comics et la plateforme Webtoon, donc plateforme de lecture de BD numérique à scrolling vertical édité par Naver, donc le géant coréen. Webtoon, c'est une des plateformes les plus populaires qui existent sur ce secteur, et donc ils avaient démarré une collaboration avec ce Wayne Family Adventures, qui est vraiment une sorte de soap familiale rigolo avec donc Duke Thomas qui intègre le manoir Wayne et qui va devoir apprendre à vivre avec tous les autres sidekicks de Batman, avec ce Bruce Wayne du coup qui doit gérer à la fois le côté un peu parentalité du truc avec tous ces faux fils et filles adoptives qu'il a et son côté de justicier. Et donc c'est déjà adapté en web série. Alors c'est fait par alors comment il s'appelle? Des gens qui font du cosplay. Voilà, non, c'est ça, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle
Ismahawk, voilà, pardon, et qui est spécialisé en fait dans la production de courts-métrages autour des univers de super-héros, mais surtout souvent avec des versus en fait de héros. Donc après, voilà, ils ont des costumes bien branlés et tout ça, parce que j'imagine qu'ils sont très forts dans le cosplay et tout ça. C'est pas eux qui avaient fait le film Ninjak? Non, Ninjak, c'était Bat in the Sun. Ouais, c'était Bat in the Sun qui faisait aussi des super-héros fighters, je sais pas quoi. Et donc ultra surpris en fait, parce qu'il y a un teaser qui doit être diffusé aujourd'hui d'ailleurs, enfin une bande-annonce qui doit être diffusée le 11 octobre, donc à l'heure où on enregistre ce podcast, donc il sera déjà en ligne quand vous écouterez cette émission. Et moi, ce qui m'impressionne par contre, c'est que de mémoire, récemment, enfin DC Comics, Warner ont jamais validé en fait ce genre de projet fait par des chaînes YouTube, des trucs plutôt semi-pro, on va dire, ou semi-amateurs. En fonction, ça me rappelle vraiment ce que justement Valiant avait validé avec Ninjak versus The Valiant Universe, qui avait été désavoué ensuite quand ça avait été racheté par DMG, et que du coup, tu te rappelles, la promotion, ils en avaient plus fait la promotion, la mini-série avait disparu même du web et tout pendant des mois, parce que DMG en fait voulait absolument pas en entendre parler, parce que c'était trop cheap par rapport à leur image et tout ça, et finalement que ça avait été remis en avant alors que ça se défendait, c'était voilà. Par rapport à Bloodshot, j'ai envie de dire qu'il y en a un qui est cheap mais nul et un qui est cheap mais bien, quoi. Bah c'est ça, il y en a un qui est cheap et nul et l'autre qui est cheap mais sincère en fait dans ce qu'il veut faire. Donc là à voir ce que ça, c'est bizarre parce que le teaser a l'air vachement plus sérieux que côté poupie familial. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs c'est marrant parce que le teaser en question, bah du coup je viens de regarder l'article. Non, ils vont en faire un truc brosson avec des ados torturés. Non mais je sais pas, mais le teaser a été retiré en ligne en fait de la chaîne YouTube des trucs, donc je me demande si est-ce que c'était un truc. Pourtant c'est CBR qui a confirmé que c'était un projet officiel. Il y avait le logo Wayne Family Adventures tel que sur le webtoon et tout ça, donc pour moi c'est vraiment officiel, donc c'est un petit peu bizarre. Enfin voilà, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner et de voir en fait cet engouement autour d'un projet webtoon qui montre que oui, il y a eu 400 000 lectures directes, donc forcément c'est beaucoup. Ça montre que le format est populaire, ça montre que Batman ça reste une marque aussi populaire, donc quand tu croises les deux, techniquement il y a de grandes chances que ça marche bien, quoi. Voilà, ça fasse des chocs à pic. Donc à voir, on en reparlera sûrement très prochainement, vu que après la diffusion avait été annoncée pour le mois d'octobre, donc c'est vraiment quelque chose qui s'est mis en branle très rapidement. Autre nouvelle aussi, plus surprenante peut-être, c'est que WandaVision a un spin-off en développement. Alors heureusement pas sur le Jimmy Woo. Comme part, ça m'aurait plus intéressé, je pense, paradoxalement. Ah ouais, non, ce personnage. Mais du coup, un spin-off a priori sur Agatha Harkness, donc interprétée par la magnifique Catherine Hahn. Donc voilà, un spin-off a priori sur cette sorcière dont on ne connaît au final que peu de choses par rapport à la série, et qui reviendra alors sur son passé, sur son futur dans le MCU, son évolution. Peut-être qu'elle va élever les gamins des VDFF, peut-être. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. Que toi, t'es chaud ou pas? Bah pas vraiment. J'aimais bien le personnage jusqu'à l'épisode 7, entre guillemets, justement, le fameux cliffhanger, le fameux shift où on découvre que c'est spoiler alert, je sais pas, que c'est donc la sorcière Agatha Harkness. Dans sa version, justement, des débuts, donc quand c'était encore un personnage maléfique et pas encore la nourrice des enfants Richards. En plus, c'est un personnage qui est assez important en comics, mais ce qu'ils en ont fait, c'est vraiment une sorcière qui bouge les mains comme ça et qui est vraiment, entre guillemets, comme d'hab, l'adversaire, entre guillemets, du héros avec les mêmes pouvoirs, enfin de l'héroïne avec les mêmes pouvoirs. Ouais, le trope, ouais. Voilà, qui vole et qui, je trouve, même n'arrivait plus à jouer correctement dès qu'elle devenait dans son rôle de méchante. Puisque, surtout avec son maquillage en plus, qui lui faisait un truc bizarre, je trouvais. Tout, c'était, ouais, bah oui. Ouais. Même la façon dont sa robe était agencée et tout. Alors que Catherine Hahn, c'est une actrice qui est formidable, comme tu l'as dit. Actrice comique de très grand talent, qui a fait toutes les sitcoms du monde. Qui est, mais en plus, justement, dans son rôle de Agnès, justement, la voisine un peu intrusive du couple WandaVision, bah, elle était trop marrante. Et ce qui devenait très premier degré ensuite, avec ce fameux, justement, malheureusement, stéréotype du vilain qui passe son temps à sourire et à prendre la situation à la légère, alors qu'il est dans une posture de vilain très automatique. C'est un truc qui est vieux comme les comics, en fait, ce côté genre je suis le vilain donc je souris tout le temps, je suis méchant. Et là, pour le coup, si c'est ça pendant 6 épisodes, je suis pas chaud. Par contre, on va pas se mentir en se disant justement que typiquement, le fait est que l'équipe créative qui a fait WandaVision était la première équipe créative qui a essayé de varier un peu le style Marvel Studios. Mais c'est peut-être justement le problème, c'est que Marvel, entre guillemets, se repose trop sur cette logique d'arborescence. C'est-à-dire d'un projet sort un bourgeon, encore une fois, qui accouche d'une branche, qui accouche d'une autre branche, etc. Là, on voit la série Hawkeye qui arrive et qui va servir de tremplin à Echo. On peut aussi parler de tous les films qui ont servi à introduire de nouveaux personnages, etc. Alors que finalement, ça c'est logique justement d'introduire des héros ou des héroïnes dans un nouveau projet, mais
de se dire plutôt ce produit-là a marché, comment est-ce qu'on peut essayer de capitaliser dessus, de le développer, en prenant n'importe quel personnage qui est dedans et en faisant un spin-off. Ça, je trouve ça un peu bête, typiquement, parce que déjà qu'ils vont faire ça avec le personnage de Monica Rambeau dans Captain Marvel, que l'univers, grosso modo, des séries Loki sert aussi à introduire plein d'autres personnages qui vont être réutilisés ensuite. À un moment donné, en fait, c'est la logique Disney. Tu vois, c'est comme le film Buzz l'éclair. Enfin, Buzz Lightyear, pour le coup, vraiment. C'est le vrai Buzz qui aurait inspiré la figurine qui est le héros, enfin le co-héros de Toy Story. Moi, si Pixar veut faire du Gravity, du Interstellar, du First Man, c'est-à-dire une fiction qui se passe dans l'espace, je suis complètement chaud. Par contre, il y a un truc qui me pose problème, c'est qu'ils veulent absolument le rattacher à l'imaginaire Toy Story pour pas lancer le projet de nulle part. Tu vois, pour avoir ce côté... Les fans de Toy Story vont mécaniquement venir le voir parce que du coup c'est assuré de marcher. Et là quelque part c'est ce qu'ils font déjà avec beaucoup de produits Disney+, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui se lance, mais les gens ils ont bien aimé Agatha, allez hop, spin-off, boum. Après c'est en développement, early development, et c'est pas dit que toutes les étapes soient validées pour après pour l'instant ils ont validé beaucoup de choses quand même, mais oui. Il y a déjà suffisamment de héros, c'est ce qu'on dit à chaque fois, en fait il y a plein de héros ou d'héroïnes qui mériteraient déjà d'avoir des projets autonomes. On n'a pas vraiment de ligne street. A priori, Hawkeye sera la première. Toi, tu veux ta ligne street, toi. Je veux ma ligne street complètement. Je veux une ligne d'arc aussi, que ce soit pas que Doctor Strange 2. Bah là, justement. Mais non, mais c'est pas un personnage important de la ligne d'arc. Mais ils peuvent le rendre important. C'est ça que tu sais, ça évolue les personnages, ça s'écrit des histoires, donc tu peux le faire évoluer. Mais tu peux faire ça. Et si ça se trouve, tu peux faire ça du néant, en fait. Pourquoi vous avez besoin de greffer ça? Franchement, Catherine Hahn dans WandaVision, c'est le vilain automatique de phase 1 MCU, tu vois, je suis désolé. Oui, mais tu vas la faire évoluer. C'est comme faire un spin-off sur la jeunesse de Jeff Bridges en Ironmonger. Encore, ce serait plutôt stylé, ça, je trouve, mais faire un spin-off, voilà, sur Killmonger quand il défouraillait des mecs en tant que mercenaire. J'adore le personnage, mais j'ai pas besoin de voir ça, tu vois. Et à un moment donné, c'est plus le problème on a déjà beaucoup de séries sur Disney+, et à mon avis, pas forcément aux bons endroits. C'est pas forcément les personnages que j'ai envie de voir, moi, mis en avant, ou que je pense que le fan de comics de base ne se réveille pas un matin en se disant, tiens, j'aurais bien maté une série sur Agatha Harkness. À mon avis, ça doit exister, probablement, parce que le monde est vaste. Mais je pense pas que ce soit super utile. Et puis, ouais, à force, c'est la blague, quoi. À force, t'auras une série spin-off sur le monde vendeur de hot dog aperçu une demi-seconde dans un film de Marvel, tu vois. Je pense qu'il y a mieux à faire, à mon avis. Et c'est pas ça qui va attirer les gens. Et ça peut être sympa, après, parce que la série WandaVision était sympa. S'ils refont le même effort de créativité, de mise en scène, etc., pourquoi pas. Mais là, tel quel, on m'annonce ce projet. Je pense même que Catherine Hahn a mieux à faire dans la vie que de bouger les mains d'un air machiavélique avec une robe éclatée au sol. Ouais. Et dans la foulée de cette annonce, moi, ça m'a toujours fait marrer parce que du coup, il y a eu d'autres annonces de rumeurs d'autres spin-offs qui ont été avancés par Corentin, tu vas reconnaître le nom, un certain Daniel RPK. C'est le mec qui vend ses scoops sur Patreon. Et qui lui du coup fait du coup il y aura aussi un spin-off sur Monica Rambeau, et d'ailleurs il dit qu'il y a un spin-off de Shang-Chi sur Xialing, donc la sœur de Shang-Chi qui est aussi en développement. Enfin le mec me bute à chaque fois en fait. Dès qu'il y a un truc qui arrive de Variety ou de Hollywood Reporter, le mec il fait vas-y on y va à fond et je te balance tous les trucs plus ou moins possibles, et surtout qui n'arriveront pas, parce que je vois absolument Enfin, on en reparlera, peut-être que je me trompe, tu vois, et on pourra garder ce podcast en épinglé pour le jour où on aura une confirmation, mais je suis carrément sûr à 100% qu'il n'y aura jamais de spin-off sur Monica Rambeau ou sur Xialing. Monica Rambeau, j'y croirais un peu plus, mais pas non, elle est dans The Marvel, pas toute seule, il y aura un truc cosmique, demain peut-être, mais pas tout de suite déjà, et ensuite il faut qu'ils bâtissent un truc autour de ces personnages-là avant de pouvoir imaginer qu'elle soit la tête d'une équipe ou un truc comme ça, tu vois. Voilà. Xialing, non. non, mais non. Ça va. Je me rends fou. C'est ridicule. Déjà, le twist de fin est éclaté au sol. Ils vont la garder pour faire un vilain ou un pseudo-vilain. Non, ce sera la vilaine de Shang-Chi 2, c'est tout. Mais je pense pas. Enfin, je pense que ce sera pas un vilain, ce sera un truc en mode mi-allié, mi-méchant, tu vois, un peu à la Zemo de Falcon et Winter Soldier, tu vois. Ce sera ce côté. Moi, je suis le personnage de l'underground. Qui va t'ouvrir justement les clés pour aller chercher un vilain plus important ou vraiment plus méchant, et voilà, ce sera après il y aura une réconciliation. Enfin, c'est un truc que fait déjà Jin Luen Yang dans les comics Shang-Chi, le petit conflit familial entre les deux, parce qu'il y en a une qui est plus dans les traces de son père et l'autre qui est plus dans les traces du côté justicier. Après, RPK il tire en rafale
Et en fait, Tiro Raphaël, dès qu'il y a un personnage qui apparaît dans le champ, il dit il y aura un spin-off sur lui, c'est sûr. Et vu qu'en fait Disney fait quand même beaucoup de Marvel, il finit par avoir raison sur 10% de ce qu'il annonce et il se dit sur 2%. Chez moi, c'est moi qui l'annonce en premier. C'est ça, voilà. Et je pense qu'à mon avis, il n'y a rien d'autre à chercher là-dedans. C'est ça, vraiment une merde ce type. Allez, on continue, on termine du coup ce podcast qui sera un peu plus court par rapport aux 3 heures du précédent. Voilà, ce sera un petit peu plus court cette fois. C'était pas grave, il faut tout pour faire un monde. Prophète, dans la partie cinéma, Prophète, donc l'adaptation des comics de Rob Liefeld qui recrute Jake Mew Gyllenhaal et Sam Hargrave, donc le réalisateur de Tyler Rake, aka Extraction. Yes. On est content, non ? Ah oui. On est content. Je suis ravi. Bon réal d'action. Rob Liefeld. Non mais. Extraction. Un mec qui fait beaucoup trop de projets à mon avis. Et voilà. Et Netflix, non, attends. Non, je sais plus. Pas encore. Non, c'est pas Netflix. Mais c'est vachement bien. Non, mais Sam Hargrave, il a quand même fait, je trouve, avec Extraction, je veux dire, c'est un bon actionneur. C'est un bon actionneur. Donc voilà, nous, ce qu'on veut, c'est des bons actionneurs. Jake Gyllenhaal, c'est quand même un acteur formidable. Voilà. Et puis alors, bon, le Prophète, on s'en branle, tu vois. Ça va être un bon film d'action avec Jake Gyllenhaal. Donc, Gyllenhaal. Moi, je suis content. Après, c'est quoi, j'ai même pas envie de te gâcher ton bonheur, donc c'est juste parce que j'aime trop Jake. Je vais rien dire de plus par rapport à ça. Parce que j'ai envie que tu sois enthousiaste. Mais du coup, la partie cinéma va être beaucoup trop courte si tu n'essayes pas de. Vas-y, brise-moi. Tu veux que je te brise ? Brise-moi. D'accord. T'as lu Prophète ? Non. Voilà. Non, mais voilà, en fait, c'est facile de voir comment ce projet-là s'est monté. Déjà, il y a la popularité de Deadpool qui fait que on s'intéresse à ce que Rob Liefeld a fait d'autre, entre guillemets. Donc évidemment, Prophète. C'est un personnage qui est en solitaire, donc il n'est pas dans l'équipe des Bloodstrike ou des Youngblood, donc probablement que c'est plus facile d'aller vers lui. Il a ce côté, alors Prophète pour ceux qui ne voient pas, donc c'est un personnage de super soldat qui a participé à une expérience comme Captain America pour créer un super soldat, donc voilà, pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais son but à lui n'était pas forcément de devenir un super soldat pour combattre au présent, mais plus dans le futur. Et donc il est mis en stase et on le réveille en fait. Enfin, on devait le réveiller des millénaires plus loin, quand justement on aurait eu besoin d'un mec pour péter la gueule d'une race d'hérétiques, parce que c'est un monde dans lequel la religion prend de l'importance, d'où le nom de Prophète d'ailleurs. Sauf que là, dans le film, en fait, il est juste réveillé 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, donc en 65, à l'époque de la guerre froide. Et donc, voilà, les espions du KGB, les vilains espions du KGB, vont vouloir lui piquer son ADN, parce que le projet Super Soldat a été depuis perdu, comme Captain America, donc on voit les ressemblances. Le fait de voir un film de super-héros dans un set des années 60, c'est plutôt une bonne idée. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien justement cette ambiance-là, et ça peut être l'occasion de faire une sorte de Days of Future Past, en fait, où on décale un petit peu le monde super-héros dans un truc qui soit plus joli, plus ludique, pas forcément moderniste et compagnie. Avec des vrais décors. Le problème, c'est que c'est Mark Guggenheim au scénario. Ça déjà, c'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est donc l'un des 3 créateurs des séries CW, avec Andrew Kreisberg et Greg Berlanti. C'est aussi le mec qui a participé à l'écriture du film Green Lantern, avec Ryan Reynolds qui est un grand pote de Jake Gyllenhaal, puisqu'ils ont tourné ensemble dans Life, ils sont devenus super potes à ce moment-là. Et accessoirement, l'un a fait Mephisto, l'autre a fait Deadpool, donc ils sont déjà un pied dans les super-héros. Moi, j'avoue, j'ai pas du tout confiance en Mark Guggenheim pour écrire une histoire, quelle qu'elle soit. Après, il a écrit un premier draft. Il faudra voir si... C'est vrai qu'il est aussi à l'écriture du pilote de la future série Green Lantern. Ouais, tout à fait. C'est Berlanti qui a été récupéré ses potes. Lui, ce qu'il veut, c'est faire la suite du film Green Lantern. Après, il écrit la série Trollhunters de Del Toro, là, donc... J'ai pas regardé. Non, mais voilà, je crois qu'elle a quand même des bonnes reviews, quoi. Mais donc, il y a ça. Après, voilà, il faut voir si Gyllenhaal, justement, qui produit en fait le film aussi, et sa société Studio 8, compte donner un petit coup de polish. Et le truc, c'est que justement, au demeurant, c'est effectivement un excellent acteur, Jake Gyllenhaal, Donnie Darko, Prisoners, tout ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Mais il est un peu partout en ce moment, je trouve. C'est-à-dire que là, justement, avec sa boîte de prod, il est sur l'adaptation du roman graphique Fun Home. Enfin, plutôt même de l'adaptation, parce qu'il va adapter la comédie musicale qui est basée sur le roman graphique Fun Home de Alison Bechdel. Il va aussi produire l'adaptation en film de Black, le roman graphique où les Noirs ont des super pouvoirs et pas les Blancs. Il va adapter aussi Oblivion Song. Ouais, il est sur Oblivion Song. Ouais. Voilà, dans lequel il va jouer aussi. Donc voilà, avec Skybound et Studio 8. Et il y avait encore un autre truc, là j'ai pas tout... Snowblind, voilà aussi, dont on avait parlé. Donc j'ai un peu du mal à voir, grosso modo, qu'est-ce que lui il trouve là-dedans. Est-ce qu'il veut créer des franchises ? Est-ce qu'il veut, comme tous les mecs de 40-50 ans, un peu musclé, un peu beau gosse, son actionneur à lui, à la Tyler Rake, à la John Wick, à la... où il s'appelle le mec de Tom Cruise, là. Après, Mission Impossible pour Tom Cruise, tu me diras, mais voilà.
à la Jack Reacher, à la Jack Reacher, voilà, c'est ça. Enfin, tous les trucs avec un nom propre, hein, grosso modo. Là, John Prophet, c'est vrai que ça peut être rigolo si on a un mec qui peut voyager dans le temps et casser des gueules à différentes époques, etc. Ouais, ça peut être sympa. C'est fun. Maintenant, moi, si tu veux, je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas adapté le dernier volume de Prophet, qui était un truc qui avait été refait en 2011, à l'époque où Rob Liefeld essayait de relancer Extreme et avait été voir d'autres mecs que lui, donc c'est pas lui qui écrit ni qui dessine. Et donc c'est mieux. Curieusement, c'est mieux, effectivement. Donc c'est une vraie saga de science-fiction à la Conan dans l'espace, qui a reçu des prix et tout, qui est un putain de très bon bouquin. Mais c'est peut-être celui-là qu'ils vont adapter. Bah non, parce que le synopsis du film, on le connaît, c'est ce que je viens de te raconter en fait. Wow. C'est justement, c'est le côté, ils vont prendre la première lecture de Prophète, et à mon avis, ça va juste être Jake Gyllenhaal en costume, ou même pas forcément, mais Jake Gyllenhaal bulky, qui pète la gueule de vilain russe et qui veut reconnecter avec sa fille, qui a vieilli sur lui. Est-ce qu'on veut autre chose en vrai? Bah moi j'aimerais bien autre chose en fait, parce que t'es trop exigeant. Tu dis on veut des actionneurs, moi je trouve quand même qu'il y a une sorte de John Wickisation du cinéma depuis quelques années. Ah oui, ça oui, effectivement. T'as Sam Hargrave, voilà, qui a fait Extraction, bon, le roman graphique de base était pas intéressant, mais Ciudad, le film, bon, il vaut ce qu'il vaut. Il y a un bon plan séquence, il y a des bons plans séquences. Ouais, mais c'est pas The Raid non plus, hein, c'est sûr. Chris Hemsworth, il mérite un peu. Il a déjà des films d'action qui marchent bien, c'est les Marvel, tu vois, il a pas besoin de ça, il peut faire le vrai acteur de temps en temps. Ouais, mais c'est un meilleur film d'action, enfin, juste sur le plan technique, chorégraphie et réalisation, c'est vachement plus appréciable à regarder qu'un Marvel, hein, franchement. Ouais, on peut. Oui, c'est pas forcément les trucs les plus comparables, mais vraiment, si tu veux, du actionneur, je trouve que Extraction a quand même vachement plus d'intérêt en tant que technique pure, tu vois. On a quand même vraiment beaucoup d'actionneurs en fait. Non, mais on en a beaucoup, on a The Old Guard, on a Extraction, on a John Wick, on a le truc de Mary-Elizabeth Winstead aussi. Kate. Voilà, ça qui est aussi encore une fois un John Wick-like. Ouais, bien sûr. Et à force, ça commence un peu à être relou, parce que c'est pas qu'une question d'environnement ou de super pouvoir, c'est même Deadpool, c'est un actionneur, tu vois. Ça défouraille et ça blague pendant 2 heures. À mon avis, il y a mieux à faire en fait. Il commence à y avoir un côté, beaucoup de mecs veulent mettre la daronne à l'abri avec une franchise où ça défouraille. Pourquoi tu reprends ces expressions marketing? Parce que ça me fait rire celle-là. Voilà, où ça défouraille et où justement le fait d'être un vieux beau gosse bien carafe, ça plaît. Et pareil, il y a une logique algorithmique en fait là-dedans qui m'énerve. Ouais, bien sûr. Alors que justement, par exemple, Rob Liefeld, il avait fait un comics qui devait être adapté aussi sur une thérapeute de super-héros. Bon, je dis pas que c'est la meilleure idée du monde, mais en série animée, un peu à la Rick and Morty, ça pouvait être rigolo, tu vois. Même quelque part, d'autres personnages de Rob Liefeld mériteraient un peu mieux. Encore que je dis ça, et maintenant je réfléchis à qu'est-ce qu'il a fait d'autre que, à part Deadpool et Cable, qui valait vraiment le coup d'être adapté. Youngbloods. Ouais, les ouais. Bah, les Youngbloods, c'est les X-Men, hein. Enfin, c'est les X-Men. Non, Extreme. Ou les X-Force plutôt, ouais. Mais ouais, mais voilà, Regard Suprême. Alan Moore et Rob Liefeld. Ouais. Le bien et le mal, le yin et le yang. Mais tu te rappelles que j'avais fait cette blague il y a très longtemps dans un podcast où j'avais dit est-ce que Alan Moore c'est pas un Rob Liefeld qui a réussi un truc comme ça. Voilà. C'est ça que je t'avais déjà répondu qu'ils ont travaillé ensemble justement. Mais tu vois, non, je pense qu'il y avait mieux à faire à mon avis. Après, oui, au demeurant, si c'est bien produit, si c'est bien fait, s'il y a des bonnes scènes d'action, pourquoi pas. Ça fait de mal à personne en vérité. Mais sur le principe, ça te fait pas bander quoi. C'est juste que je pense que le vrai bon Jake Gyllenhaal, donc le mec de Donnie Darko, le mec d'Extraction, mais de Prisoners, le mec de Enemy, enfin le vrai mec qui sait jouer des trucs, j'ai pas l'impression qu'il va vers les comics pour justement faire ça. Je pense que pour Oblivion Song, ça peut être ça peut être différent parce que c'est un vrai truc qui a un héros, qui a un univers intéressant à développer. Mais je crains que lui, il fasse ça d'abord pour le pognon, ce qui est naturel, il n'y a pas de honte à ça, mais que du coup, il mette pas le meilleur de lui-même là-dedans. Quand tu vois justement ce qu'il a fait pour Spider-Man, le film était pas terrible non plus, mais c'était pas le Jack Gyllenhaal des grands jours en fait. Oui, c'est sûr, oui. Tu vois, et c'est plus ça qui me chagrine parce que j'aime beaucoup cet acteur et je pense qu'il y a des projets de BD qui seraient vraiment intéressants à faire au premier degré et qui n'attendent qu'un bon push. Ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, t'es cassé du coup. Alors tu m'as pas encore brisé, hein, pour le coup. T'es fissuré là. Je suis un petit peu quand même un peu entravé dans mon enthousiasme, clairement, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre à me rouler en boule en me disant ouais, t'as raison, c'est un film de merde et tout, parce que je reste quand même relativement confiant dans les personnes impliquées, mais j'entends ton point de vue. Par contre, c'est intéressant d'avoir effectivement ton point de vue, quoi. Mais c'est vrai que même quand tu regardes la page IMDb effectivement de Jake Gyllenhaal, t'as 15 trucs littéralement marqués en pré-prod et annoncés, quoi. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup à voir si tout arrivera à venir à terme. Mais il avait quand même fait, Démolition. Tu l'as vu, Démolition? Démolition Ouais. Non.
Faut que tu le mates, mon gars, c'est une de ses meilleures performances, je trouve. C'est un truc de fou, quoi. Un banquier d'affaires prospère se débat après avoir perdu sa femme dans un tragique accident de voiture. Ouais, c'est un truc sur le deuil, machin, mais qui est affreux, quoi. C'est dingue. Mais le mec joue tellement bien, bon, il m'a fait mourir intérieurement, quoi. C'était terrible. Allez, du coup, on termine la partie cinéma, donc vous l'avez un petit peu. T'es mort à l'intérieur, là. Ouais, je suis vraiment. Je me disais bien. Ça, j'ai jamais retrouvé la vie intérieurement depuis. Mais avec la dernière news sur le cinéma, donc on vous parlait de Madsen Tomlin. Attends, juste, excuse-moi. Oui. T'avais pas mis le crossover Sabrina Riverdale ? Non. D'accord. On s'en branle. D'accord, ok, non, c'est juste pour savoir. Ce truc qui arrive 1000 ans trop tard, quoi. Ouais. Ouais. Mais je suis content de revoir Kana Chipka, mais ça arrive. Ouais, ce sera cool, mais ouais, bon, on pourra en parler quand il sortira. Ça me fait parce que Archie Comics qui s'est planté complètement en comics, à pas savoir comment. D'un point de vue chronologique, ils ont complètement décupler les profits. Il faut que quelqu'un leur apprenne chez eux à faire un rétro-planning, en fait. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Et ils font pareil en série télé, c'est-à-dire qu'ils font le truc que tout le monde attendait, mais 6 ans trop tard. C'est ça, voilà. C'est génial. Et regardez, on fait un crossover avec la série qui est annulée. Ouais, bah du coup, ça sert à quoi ? Ouais, c'est trop bizarre. Après, peut-être parce qu'ils pouvaient pas le faire tant que ça appartenait à Netflix. Non, mais ils sont cool en Netflix. Bah non, oui. Puis c'est Berlanti-Prod, ils savent faire des trucs bizarres. Oui, puis Riverdale est de toute façon diffusé sur Netflix aussi. Ils ont réussi à ramener Lucifer dans Legends of Tomorrow chez les Berlanti. C'est vrai. Alors que c'était sur Netflix, tu vois. C'est vrai. C'était une scène merveilleuse d'ailleurs. Tu te souviens ? Dans Crisis. Hey, Johnny! Hey, Lucy! C'est incroyable. C'est vrai. J'ai mon vertigo à l'intérieur qui est mort. C'est ça, va. Tu les dois sortir. On meurt tous les deux à l'intérieur. C'est ça. Tu sais, quand tes yeux, quand la petite lumière qui brille dans tes yeux s'éteint comme ça. Je fais le Ben Affleck, tu sais, genre. Hello, darkness. Franchement, tu verras dans Venom 2, il y a la scène de la rave party. Tu verras, je pense que tu. Pareil. Ah oui, non, mais. Je pense que tu pousseras ton ride. Il y a ton âme qui va sortir de ta bouche qui va faire. Je veux partir de la salle. Si tu pousses ton cerveau, c'est vachement bien. Ouais, c'est ça, ouais. Si tu poses ta dignité aussi. Allez, donc je disais, la dernière actu ciné, c'est Madsen Tomlin, donc le co-scénariste de The Batman, qui a été embauché pour faire le scénario de l'adaptation en live action, sur Netflix d'ailleurs, du titre Berserker de Keanu Reeves, Matt Kint et Ron Garney. Parce qu'il y a un scénario. On est caustique. C'est facile. Cool. Mais Madsen Tomlin, j'arrive pas à comprendre. Il est partout alors qu'il a encore rien fait de substantiel. C'est ces mecs comme ça qu'on pousse. Comme dit, il y a le premier numéro de The Imposter, donc on pourra commencer à voir déjà ce qu'il vaut en termes d'écriture de BD. T'avais cette meuf aussi là, quelques années, qui pareil était partout à la fois. Qui avait fait Bumblebee, je crois. Christina Hodson, c'est non comme ça. Ouais, c'est ça, Christina Hodson. Et que genre, elle avait pas fait grand chose de ouf. Enfin, pas grand chose, point. Et d'un coup, on lui dit, ouais, elle va être là. Hollywood, ils adorent ça. Ils prennent un mec, ils disent, lui, c'est le poulain. Potentiel, lui, hein, attention. Et là, paf. Et ils le mettent sur 15 projets à la fois. Alors lui, bon, c'est un pote de Lee Barbero, donc c'est forcément un mec bien. J'attends quand même de voir The Imposter. Quelque part, ça va être la première fois qu'on va voir son travail, en fait. Bah oui. C'est en comics, c'est quelque part, c'est un meilleur. Du coup, c'est un genre de comics qui va faire du cinéma. C'est pas là. Hein, c'est ça. Ça fait plaisir. Non, parce qu'il avait déjà écrit pour le cinéma. Oui, je sais, bien sûr. Donc, pour le coup, Berserker, on en revient à ce qu'on disait sur Jake Gyllenhaal. C'est maintenant Keanu Reeves, c'est devenu en fait ce visage de l'action bourrin. Qui casse des gueules avec la même coupe de cheveux et la même beubare dans tous les films, même dans Matrix 4. Je sais pas, moi j'attends un petit peu justement de voir si Matrix 4 va pas un peu sortir Keanu Reeves de ce côté John Wick compatible. Il a écrit Project Power, Madsen Tomlin quand même. Il a fait plein de petits courts-métrages entre 2008 et 2014, et 2015 c'était... Ah non, mais attends, 2015 René, c'était encore rude. Dans Project Power, c'était son premier long, du coup, écrit. Encore un actionnaire bourrin pour Netflix. Ouais, mais après, du coup, il a fait un truc qui s'appelle Little Fish. Petit poisson. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut du coup, avec Olivia Cook et Jack O'Connell, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais je crois que ça a été remarqué quand même en Indé un peu. Au festival. Ouais, moyen. Mais c'est vrai qu'après, du coup, on l'a mis sur Terminator, sur Mother Android, sur The Batman, sur Megaman, et du coup maintenant sur Berserker. C'est vrai qu'il y a ça augmente assez rapidement, quoi. Sachant que pour les 3/4 de ces projets, c'est des writers' room, c'est pas qu'un seul mec, il y a des réécritures, des changements du script doctoring et tout. Là, pour Berserker, de toute façon, le scénario est déjà écrit. C'est un immortel qui tue des gens dans le présent. Enfin, le présent. Pour se remémorer son passé. Cyberpunk à la Bloodshot, on va dire. Et qui après, effectivement, se remémore son passé. Et on suit les différentes aventures qu'il a menées depuis qu'il est immortel.
Voilà, c'est The Old Guard avec Keanu Reeves, grosso modo, et sans le scénario politico-intrigant, polarisant, non, ça veut pas dire ça du tout. Non. À la polar, on va dire, du truc. Voilà, moi je suis content, je te dis, Keanu Reeves qui se fait de l'argent et Boom Studio qui se fait de l'argent, c'est très bien. Madkin qui se fait de l'argent, c'est encore mieux parce que c'est le meilleur mec de la vie. Et puis palper bien, je pense, avec ce film-là. Mais voilà, précisément, Mason Tomlin qui fait Berserker, pour moi, un ordinateur, un singe pourrait faire Berserker, serait pareil. C'est un film qui n'a d'autre but que de divertir avec des scènes d'action un peu brutales. Je m'en fous un peu, honnêtement. Je trouve que John Wick, c'est bien. Tu vois, j'aime bien John Wick, j'adore Keanu Reeves. C'est pour moi, je peux tout voir avec Keanu Reeves parce que j'aime beaucoup trop ce gars. Il m'a élevé quelque part au côté messianique avec les Matrix. Mais là, actuellement, John Wick 1, 2, 3, la série télé... The Continental qui voulait faire un spin-off aussi, ou un John Wick au féminin. Enfin, c'est tellement devenu une sorte de marque maintenant qu'il en vient à se parodier lui-même, ou plutôt à se singer lui-même, justement, avec juste John Wick, mais il est immortel et il est très vieux. Ouais, très bien, mais c'est pas ça qui va me donner envie particulièrement de m'intéresser au projet. Même graphiquement, je trouve pas ça non plus. Enfin, c'est beau, hein, mais c'est beau pour la BD. Je pense que ça va être violent. Je sais pas, parce que là, je parle tout seul en fait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis chaud. Ah ouais? Parce qu'encore une fois, actionneur, bourrin et tout. Ouais, c'est ça. Et gore, du coup, très très gore. On est d'accord quand même que l'apport de Mason Tomlin, du coup, va être très limité. Parce que c'est un projet qui est déjà écrit, en fait. Tu vois, qui s'écrit tout seul. Oui, j'espère quand même que ça je veux dire, techniquement, le scénario est déjà livré clé en main. Et du coup, toute petite clé. Parce que c'est pas un grand scénario non plus. Grosses mains. Mais je veux dire que ça va être un truc. Ils vont le fast-tracker en plus, je pense que ça va être un truc qui va se faire assez rapidement. Je pense que l'année prochaine, on le voit déjà, ça c'est sûr. Et moi, j'espère juste qu'il fera pas juste des facilités d'écriture à la con qu'on peut retrouver justement dans pas mal d'actionneurs et que. Je sais pas si t'as la sincérité de faire le projet et tout, ça me dérange pas en fait de faire des trucs un peu de commande. C'est bien aussi d'avoir des bons projets de commande en fait. Tu peux en avoir, je pense que malgré tout, et peut-être que je suis trop naïf ou trop optimiste, mais que malgré tous ces films effectivement et toutes ces franchises qui se créent par en fait juste agglomération de codes d'algorithmes et de likes sur les réseaux sociaux, il peut ressortir des bonnes choses si tu mets des gens qui sont talentueux. Donc j'attends vraiment de voir The Imposter, j'attends vraiment de voir The Batman et j'attends vraiment de voir aussi le Creator Own avec Bermero pour pouvoir aussi juger de toutes les compétences de ce bonhomme. Mais techniquement, même si le truc est déjà un peu livré, il y a un impact quand même en fait, parce que effectivement, même si tu as la BD qui est déjà écrite, t'inquiète pas que ça existe des BD pas terribles ou enfin bien écrites qui sont mais complètement voilà ouais voilà exactement voilà qui parfois sont sublimés ou à l'inverse des trucs qui sont complètement loupés à force. Donc je pense que ça a quand même son importance. Non mais ça moi j'y crois à fond. C'est juste on en a déjà parlé dans les Back Issues, les numéros que j'ai lus de Berserker me donnent pas l'impression qu'il y a autre chose que l'envie d'en faire. En fait, même déjà à la base, j'imagine. C'était oui, attention. À la limite, la série animée, tu vois, je serais plus client parce que si a priori la série animée développe, je sais pas, un côté anthologique avec une période, une scène d'action du Berserker en travers l'histoire, pourquoi pas. Et puis l'animation est toujours un truc plus créatif. Il y a quand même avec Super Crooks, hein, on voit qu'ils ont été beaucoup plus loin que ce qu'avait fait Jupiter's Legacy, la série Netflix. Moi franchement non, ça tu vois, pourquoi pas. C'est juste le fait est que je pense qu'ils nourrissent peut-être d'autres choses à donner. C'est comme Tom Cruise, tu vois, qui s'est vraiment enfermé dans ce rôle de je suis un mec de 50 ans qui pète des gueules et qui fait des cascades, alors qu'à une époque le mec il avait fait cette Magnolia, il avait fait Vanilla Sky aussi, il a fait les putains de Spielberg aussi. Il avait vraiment une palette de jeux énorme et un jour il a vieilli, il s'est dit moi j'aime bien me bastonner et courir, j'adore courir, Tom Cruise court tout le temps et du coup je vais faire que ça de ma carrière. Et Keanu Reeves, c'est pareil, il avait fait des vrais rôles plus intéressants, L'Associé du Diable, les Matrix, encore une fois, même quelque part des films d'arts martiaux qu'il a produits qui sont intéressants où il joue le méchant et tout. Et que là, finalement, c'est vraiment juste devenu le mec 50 balais avec sa belle beubare et ses beaux cheveux, avec son regard très. Oui, et puis comme il a j'ai jamais m'effondré, etc. Comme Liam Neeson aussi, tu vois. Ouais, mais Liam Neeson, c'est pareil. Il avait beaucoup plus que ça à donner, Liam Neeson. Maintenant, c'est. Encore que lui, il fait des vrais polars, enfin, entre guillemets, tu vois, Territoire des loups, ou le truc là qui se passe dans le Nord, vraiment, dans Scandinavie. C'est des vrais polars nordiques, c'est dans du froid et tout, qui sont plus intéressants. Balade entre les tombes, c'était sympa aussi. Mais je pense qu'il est encore lui dans ce côté un peu plus vieux flic. Moi, dernièrement, je trouve que c'est quand même que des rôles de vas-y, je bute des types. Et puis, ah oui, mais oui, t'as Taken, des trucs dans l'avion aussi. Ouais, ça, c'est vraiment de la merde. Mais des fois, il sort un petit truc. Mais voilà, c'est un mec qui avait beaucoup plus de talent que ça. Et on aurait dû avoir The A-Team 2. Ça aurait été bien.
Jokernan, si tu m'écoutes. Bon, en tout cas, voilà, ça, Berserker, on en reparlera certainement quand ça sortira en film, quand on verra un trailer, et puis on pourra juger a priori de ce que Tomlin aura apporté au projet, qui à mon avis, comme dit, va être assez vite accéléré par Netflix. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Un peu moins de 2 heures pour ce front page. On espère toujours que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir au sujet abordé à l'émission dans les commentaires de notre site. On vous rappelle aussi qu'on a fait un post avec pour préparer un courrier des lecteurs spécial pour nos 1 an. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, voilà, que ce soit à la fois sur le site, mais également je vais faire une news sur notre page Tipeee, donc vous pouvez aussi poser vos questions là-bas. C'est là-bas aussi que vous pouvez nous soutenir financièrement pour assurer la pérennité de ce podcast. Et on vous rappelle que vous pouvez partager surtout ces émissions sur vos réseaux sociaux, en parler dans la vraie vie et tout ça pour le faire découvrir au plus grand nombre et assurer que la bonne parole des comics soit diffusée. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut!